que lorsque vous posez seulement votre temps à apprendre, à la fin, vous n'avez pas vraiment sorti. Entre les études scientifiques, les engagements et les projets, déjà, comment vous organisez-vous concrètement pour rester focus, performant sur chaque projet que vous entamez? Moi, je n'ai qu'une seule méthode pour le faire. C'est faire chaque chose ensemble. 3 étapes simples pour quelqu'un qui a un projet qui nécessite vraiment un budget conséquent. Comment il pourrait démarrer le budget s'il n'a pas vraiment d'argent? En 3 étapes pour vous. Je dis, on peut démarrer un projet sans 0 francs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Et on vous remercie beaucoup pour les interactions, les commentaires et surtout les partages. N'hésitez surtout pas à nous soutenir avec tout ce que vous faites déjà et surtout en s'abonnant à la chaîne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un grand né dans le monde universitaire au Bénin et ensuite un leader, Monsieur Florentin Soglonou. Alors, je vais le laisser rapidement se présenter. Monsieur Florentin, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous vous présentez à ceux qui vous découvrent? Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Charles. Je crois que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florentin Soglonou. J'étudie les biotechnologies médicales et pharmaceutiques sur S3 à l'ENSPBA de Dassa-Soumen, une école de l'UNESTI. Je suis auditeur aussi en master en gestion de projet. Parallèlement, je suis militant dans plusieurs associations et je suis aussi membre de la Fédération des étudiants de l'Université de la Bombay. Je suis web entrepreneur et CIO chez MESCO. Alors, merci beaucoup, Monsieur Florentin. Je crois que vous êtes beaucoup plus polyvalent à travers votre présentation tout à l'heure. Alors, et quand vous regardez votre parcours, vous avez été étudiant et ensuite vous êtes passé d'étudiant à leader entrepreneur et aussi vous êtes aussi promoteur dans pas mal d'événements universitaires. Alors, quand vous regardez votre parcours, vous voyez plutôt comme étudiant, parce que vous étudiez toujours, leader ou bâtisseur de projet? Bon, je dirais que c'est vrai que la polyvalence, parfois, ça a son avantage, mais à un moment donné, on sera obligé de retrouver notre chemin, de mieux nous diriger, de ne pas porter toutes les casquettes à la fois. Donc, actuellement, je crois que la première personne que j'affirme être, c'est que je me sens fièrement étudiant pour le moment, que ça soit leader ou entrepreneur. Je crois que c'est un parcours qu'on a commencé et qu'on est en train de faire et qu'on va essayer d'affiner avec le temps. Voilà. Alors, être étudiant, déjà, il faut faire partie d'une entité. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous faites les technologies médicales. Alors, à l'université de Dassa-Soumen, l'ANSPA. Alors, qu'est-ce que cette école vous a apporté depuis que vous avez commencé? Déjà, vous avez commencé en quelle année? Et au-delà des cours, du diplôme, qu'est-ce que cela vous a vraiment apporté sur votre vie personnelle, par exemple, ou professionnelle? Merci beaucoup. Je crois que j'ai eu le bac 2020 et je suis entré à l'université l'année universitaire 2020-2021 où j'ai commencé ma première année en biotechnologie médicale à l'ENSPBA de Dassa-Soumen. Pour ma petite expérience et pour rappel, avant c'était la FAST de Dassa et les filières qui étaient beaucoup plus promouvoir, c'était les biosciences et applications qu'on appelait SVT dans le temps, la SVT. Donc, la faculté, beaucoup de personnes on avait assez d'étudiants en faculté là-bas et ça faisait que c'était des gens un peu âgés. Et puis, quand ils viennent au cours, l'objectif premier, c'est de quitter puis de rentrer. Il n'y a pas d'activité extrascolaire, il n'y a pas de motivation à faire quelque chose. Il n'y a pas de rassemblement de groupes d'étudiants. Les premières filières qu'a connues l'ENSPBA, je crois que c'est la biotechnologie médicale et la biotechnologie pharmaceutique. Ce qui a fait que le côté école est venu dans l'entité jusqu'à ce que nous quittons la faculté pour complètement l'école. Parce que toutes les filières sont devenues
La SVT est partie, qui est devenue en temps biosciences et applications. Elle est partie. Donc, aujourd'hui, on n'a que les filières professionnelles d'une école. Maintenant, pour moi, mon parcours, ce que l'école m'a apporté, je dirais beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai toujours l'habitude de caricaturiser si l'université ou les organisations estudiantines m'ont apporté quelque chose, je peux les prendre comme un terrain de football où on m'a permis d'être à la fois un gardien de football, un défenseur, un milieu et puis un attaquant. Donc, je me suis permis de faire le tour partout sur ce terrain pour pouvoir acquérir le maximum d'expérience qu'il faut. Quand moi j'étais venu à l'UNSBB en 2021, quand on avait commencé l'université, je crois qu'il n'y avait pas d'activité majeure chez nous. L'école était encore assez, je dirais, il y avait encore assez d'élèves, il n'y avait pas de filles étudiantines, il n'y avait pratiquement rien. Et donc, la première chose que moi j'ai essayé de faire, c'est d'organiser une soirée de détente universitaire. C'était ma première activité à l'université, la grande soirée de détente universitaire. Et bien avant ça, comme je suis d'un côté passionné par la danse, donc j'ai créé un groupe de danse qu'on appelle les Faux Danseurs officiels. Donc, c'est avec ce groupe de danse que je suis allé à la première édition de la grande soirée de détente universitaire. Au début, vu que c'était pas ça chez eux, tout le monde se disait, voilà, bon, on est venu pour l'école, on est venu pour étudier, mais nous, c'est les fêtes qui nous préoccupaient. Donc, ça a été un aspect qui a beaucoup joué au début, mais néanmoins, on a pu faire cette première édition de la grande soirée de détente universitaire. Donc, ce que beaucoup l'université m'a apporté, et l'UNSPB m'a apporté, et surtout la FEA, je dirais, parce que c'est lorsque j'ai commencé par militer dans la FEA que je me suis dit, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses que je peux faire, il y a beaucoup de choses qui me plaisent et que je vois personne le faire, mais avec l'organisation, j'ai la possibilité de le faire. Je prends l'exemple, par exemple, de la première édition de la nuit de la femme scientifique, SB scientifique, où sur notre centre universitaire, il n'y avait pas d'organisation pour la présélection. Il n'y avait personne qui allait faire les choses. Ceux qui étaient là en tant que membre du bureau sectoriel, c'est les gens qui ne prenaient pas le truc à cœur. Mais dès que j'ai été informé, dès que j'ai appris, dès que j'ai eu toutes les informations nécessaires, je me suis donné à fond et je crois que cette édition première de la nuit de la femme scientifique, SMI scientifique, l'UNSBB a eu une participation active. On a dépassé les étudiants, on a soutenu notre candidate, même s'il y a défaut de moyens, pour les fautes, elle n'a pas pu remporter. Mais elle a donné le meilleur. Donc, l'université m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Peut-être que j'avais déjà les compétences et c'est un terrain qui m'a permis d'exprimer ces compétences-là et de faire au mieux que possible tout ce que je peux faire. Donc, la seule chose que moi j'avais dans la tête, c'est de faire ce qui me plaisait, faire ce que j'ai envie de faire et que personne ne fait. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Je crois que l'université vous a encore permis d'être, comme je l'ai dit au départ, plus polyvalent. Ça vous a permis de voir encore qui vous êtes encore plus, parce que tout ce que vous avez dit, c'est à croire que depuis même le collège, vous étiez plus même organisateur des événements et tout. Alors, moi, je voudrais comprendre surtout ce qui a fait que vous êtes passé de déjà en première année à avoir ces initiatives, parce que quand on vient en première année dans une université, moi personnellement, quand j'étais venu et tout, en première année à l'Institut comme ça, je me voyais flou dans tout ce qui était organisation et tout. Je m'étais même inscrit dans la FEA TV, etc., que j'ai et en quelques mois aussi, je vais dire déserté. Je n'allais plus aux réunions et tout. Mais qu'est-ce qui vous a permis à vous? Je ne sais pas si sur votre centre universitaire, il n'y avait pas aussi il y avait pas assez d'effectifs aussi, ce qui a fait que vous êtes plus, je dirais, à la tête. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez déjà eu l'initiative d'organiser, je crois, et cet événement et ensuite créer encore un groupe de danse déjà en première année? Qu'est-ce qui est derrière cette motivation? Et ensuite, j'aimerais aussi comprendre quand on parle de biotechnologie appliquée, voilà, médicale appliquée. De quoi il s'agit vraiment? Qu'est-ce que vous faites et en quoi cela consiste vraiment? Alors, merci. Ok, merci. Je vais commencer par la dernière question pour aller sur la précédente.
Je crois que chez nous, la biotechnologie médicale et pharmaceutique, pour mon cycle de licence, j'ai fait la biotechnologie médicale et c'est pour le cycle de master, je suis en train de faire la biotechnologie médicale et pharmaceutique. Pour ce qui est de la biotechnologie médicale, c'est un domaine très pratique et puis ce qu'on fait, c'est que tout le monde connaît, c'est les analyses de sang dans les laboratoires, dans les hôpitaux. Donc, quand le médecin, par exemple, c'est comme les gens ont l'habitude de dire que les biologistes que nous sommes, parce que ceux qui font la biotechnologie médicale sont des biologistes médicaux, ou bien les techniciens supérieurs du laboratoire d'analyse médicale, que nous sommes en quelque sorte le poumon du fonctionnement plutôt des hôpitaux. Parce que quand quelqu'un est malade et puis il vient voir le médecin ne peut que soupçonner en fonction des symptômes que la personne présente. Voilà. Donc, quand le médecin soupçonne, en fonction des soupçons qu'il a, il demande plusieurs analyses pour la personne. Et lorsque ces analyses sont demandées, on vient au laboratoire maintenant et c'est nous de faire les tests biologiques. Voilà. Biologiques. Et ces tests biologiques peuvent aller dans plusieurs domaines avec plusieurs échantillons comme le sang, l'urine, le liquide céphalo-rachidien, les crachats et même les selles. Donc, ça dépend de ce que le médecin a demandé. Lorsque nous faisons ces examens biologiques, nous confirmons ou nous infirmons peut-être ce que le médecin a soupçonné. Voilà. C'est vrai que c'est pas à nous de dire, voilà, telle personne souffre d'une telle maladie ou d'une telle maladie, mais avec nos résultats, le médecin a la capacité de se prononcer. Voilà. Donc, biotechnologie médicale, c'est ce que nous faisons. C'est une filière parallèle à l'analyse biomédicale, à l'ABM, à l'EPAC, et puis nous faisons les analyses dans les laboratoires d'analyse biomédicale. Maintenant, pour le côté pharmaceutique qui a été impliqué dans le master, déjà, comme on parle de pharmaceutique, il y a le volet pharmacie. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas la vente, mais c'est plutôt la fabrication. La fabrication, nous sommes beaucoup plus concernés, essayer de valoriser les plantes médicinales que nous avons chez nous pour produire, voilà, des médicaments qui s'appellent des médicaments traditionnels améliorés. Essayer de faire cette liaison entre la pharmacopée traditionnelle et la pharmacopée moderne pour avoir un résultat assez efficace. Parce que traditionnellement, tout ce que nos pères, nos anciens, nos ancêtres, je vais dire, nous ont laissé, il y a beaucoup de choses dedans qui permettent de guérir. D'autant plus qu'on peut constater qu'il y a beaucoup de maladies que les praticiens arrivent pratiquement plus à guérir que même l'hôpital ne peut se montrer compétent ou bien efficace pour guérir ces maladies-là. Et donc voilà en quelque sorte notre rôle dans le domaine pharmaceutique. C'est beaucoup plus la conception que la vente. Donc la question bien avant c'était de savoir bon qu'est-ce qui m'avait poussé à prendre ces initiatives malgré que j'étais en première année tout le reste. Vous savez, il y a une chose que moi j'aime, c'est la voix, porter sa voix. Et je le dis très souvent aux rencontres, aux réunions, quand on vous invite à assister à une réunion ou à participer et que vous venez vous consommer, vous êtes là assis, vous ne réagissez pas, on vous demande de parler, vous ne réagissez pas. C'est que vous êtes en train de vous montrer inutile. Prochainement, on n'aura pas besoin de vous inviter. Parce que votre présence, ça fait fi. Ça n'apporte rien. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça n'apporte rien. Donc, c'est mieux de dire j'ai participé à une réunion que de dire j'ai suivi une réunion. Parce que quand tu suis, tu vas subir. Maintenant, quand tu participes, tu as intervenu. Voilà. Peut-être que ce que tu as dit n'a pas été concédé, mais au moins tu aurais parlé. Voilà. Donc, c'est cette voix, les propos, dis ce qu'on pense, fais ce qu'on pense, fais ce dont on a envie de faire. Je crois que ce sont les choses, moi, qui ont fait que je suis quelqu'un, je ne réfléchis pas sur mes décisions. Je réfléchis pas sur mes décisions. C'est une question de conviction. Lorsque je sens que c'est bon et que je peux le faire, quand je me décide, je me lance. Il n'y a pas de réflexion. Je me mets à l'acte en même temps parce que la motivation ne va pas toujours conduire. La motivation ne va pas toujours conduire, c'est toujours l'objectif. Assister la motivation. Aujourd'hui, ça peut me plaire de le faire et demain, je n'ai plus les mêmes envies parce que quelqu'un va peut-être décourager. Voilà. Donc, depuis le collège, je crois que j'ai été servant d'hôtel. D'accord? Okay. Je suis chrétien catholique, j'ai été servant d'hôtel pendant 10 ans. J'ai été choriste pendant 2 ans, j'ai été lecteur pendant 2 ans, j'ai été catéchiste pendant 2 ans. Je me suis permis de faire beaucoup de choses. Et j'étais aussi à la paroisse Saint-François d'Assise de Boycon. Il y avait une association qu'on appelait COGESFA. C'était pour les jeunes. Et en plus d'être enfant de cœur dans le groupe des enfants du cœur, où j'ai fait beaucoup de parcours, beaucoup de chemins
où j'intervenais sur beaucoup de choses, où il fallait rassembler nos pairs pour faire des voyages, faire des sorties, de visites et tout. Donc, ça, genre de choses qu'on faisait déjà au collège et à la paroisse m'ont permis de beaucoup me développer. Et je suis quelqu'un, je ne reste pas en arrière. Tant que ça me plaît, je me jette. Même quand vous ne m'invitez pas, je peux me proposer pour travailler. Donc, toujours pour apprendre. Et je crois que la masse des choses qui m'ont beaucoup plus apporté, l'expérience, quand j'étais au collège, c'était quand j'ai organisé la paroisse fêtait les 710 ans de création, la paroisse Saint-François d'Assise de Brécon, où j'ai organisé pour le génie des 110 ans. C'était un jeu concours qui mobilisait pratiquement toute la paroisse, toute la jeunesse de la paroisse, où on invitait chacun à venir démontrer plus ou moins son talent qu'il avait. Donc, à force de vouloir organiser ceci, ça m'a permis de me rapprocher des temps et de demander des partenariats, de demander du soutien, du financement, parce que c'était des jeunes plus jeunes que moi, donc je sais pas comment ils vont trouver l'argent pour qu'on puisse l'organiser. Donc, il va falloir se rapprocher des gens qui étaient plus expérimentés, qui ont les moyens pour nous accompagner. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait, et c'est ça qui m'a permis de savoir comment tirer les relations pour les partenariats. Donc, ça fait un. De l'autre côté aussi, à la fin, nous avons essayé de primer les meilleurs dans le jeu concours. Le processus nous a demandé beaucoup d'efforts. Le jour de la célébration des 110 ans, il fallait mettre en place plusieurs stands de jeu. Il fallait mettre en place plusieurs stands de jeu. C'est des trucs qui se faisaient, mais cette année-là particulièrement, il y avait personne qui voulait le faire, ou bien il y avait personne qui se décidait. Donc, moi, je me suis lancé parce que je sais que, puisque je sais que c'est pas un truc qui est refusé à quelqu'un, je me suis lancé et c'est la majorité des choses qui m'ont permis d'avoir beaucoup d'expérience, être servant de tête. Je crois que même quand j'étais au collège et que j'étais à la paroisse, j'ai créé un groupe en temps, parce que pour valoriser les œuvres de miséricorde spirituelle et les œuvres de miséricorde corporelle. Donc ça nous permettait d'avoir un public de jeunes devant nous qui ont envie d'apprendre, et dans cet esprit de partage, de collaboration et autres, ça m'a permis voilà. Donc, vu que je me suis déjà expérimenté à ces genre de trucs une fois, deux fois, sans peur, sans crainte, d'ailleurs, même quand je ne sais pas faire, je me dis que la volonté est au-dessus du savoir-faire. Donc, lorsque tu as une volonté de vouloir faire quelque chose, donc quand tu ne sais pas le faire, tu vas trouver les moyens pour y arriver. Voilà. Donc, quand je suis venu à l'université, c'était plus nouveau pour moi. Et vu que je voyais que personne ne voulait rien faire, et les choses étaient comme ça, quand les élèves, quand ils quittent le cours, c'est à la maison, il y a même des gens qui étaient vraiment déjà âgés, qui ont des enfants et autres. Donc, leur préoccupation n'est pas ça, c'est d'avoir leur diplôme et de s'occuper de leur famille et penser à leur vie professionnelle, comment gagner de l'argent et tout le reste. Donc, quand ils rentraient, ça faisait que, nous, quand on était venus, on était une promotion assez jeune parce que c'était les premières promotions des filières. Je crois que moi, je suis la deuxième ou troisième promotion des filières biotechnologie médicale et pharmaceutique. Donc, c'est maintenant que les jeunes viennent à l'université avec les filières qui représentaient l'école dans le temps. Et il fallait faire quelque chose parce que quand les gens viennent à l'université, après le cours, ils rentrent chez eux, les choses sont restées comme ça. Alors que moi, je dis toujours, celui qui a raté l'université a raté sa vie. Ouais, c'est vrai. C'est très important. Celui qui a raté l'université a raté sa vie. Et je fais partie de ces gens de personnes-là qui concernent les relations amoureuses à l'université. Moi, je ne refuse pas. Tant que vous êtes conscient, allez-y. C'est pas un truc qu'on va dire, voilà, les étudiants, il faut pas se mettre en relation. Il va falloir se donner des principes, se donner les limites. Voilà. Mais il faut le faire. Parce que, en toute chose, l'expérience, elle est importante. Ouais. Parce que vous avez l'expérience qu'il faut. Et l'expérience, ce n'est pas dans le foyer qu'on trouve ça. Ouais, c'est déjà dans les relations ratées. Mais quand j'ai crié, lui, il m'a laissé. Donc, il faut pas crier sur son homme. Donc, c'est juste un exemple banal. Donc, c'est déjà dans les relations ratées. Et quand on laisse ce côté, apprendre aussi. Militer, sortir de sa zone de confort, parler pour qu'on vous écoute. Ce sont des aptitudes. Parce que j'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent que s'ils savent pourquoi, malgré les dépôts de dossiers ou les appels à candidature, on demande encore un entretien d'embauche. Parce que loin du diplôme, loin de la connaissance, c'est que la personne connaît. Voilà, il y a l'aptitude à restituer, l'aptitude à utiliser cette compétence-là. Et c'est ça les gens cherchent. Parce que l'université apprend beaucoup de choses, comme par exemple, moi j'ai milité. Il faut savoir qu'en administration,
Quand tu toques, faut pas attendre qu'on te dise entre avant d'entrer. Mais avant de t'asseoir, il faut attendre qu'on te dise assois-toi avant de t'asseoir. Donc, c'est des trucs assez simples, banals, mais quand tu pars en administration ailleurs, on t'invite à un entretien d'embauche, par exemple, quand tu toques et tu n'attends pas entrer, tu dois entrer normalement. Tu dois pas attendre qu'on te dise d'entrer. Parce qu'en administration, c'est comme ça. Tu toques, tu entres. Maintenant, il faut attendre qu'on te dise assois-toi. Avant que tu ne t'asseyes. Avant que tu ne t'asseyes. Maintenant, quand tu fais le contrôle, on se dit que celui-là, il n'est pas beaucoup cultivé. Voilà. Donc, il y a le côté civilisation, le côté dynamique, le côté comment tu es apte à faire le job, comment tu es apte à faire ce que tu as appris. Donc, c'est pour ça que les gens peuvent postuler pour le même emploi. Quelqu'un peut postuler avec le master, mais une autre personne postule avec la licence, et à l'entretien d'embauche, c'est celui qui a la licence qui est retenu. Donc, c'est dans ça, les gens exigent l'année d'expérience. Parce que lorsque tu as déjà une année d'expérience, qui t'a permis toi-même de te pratiquer sur le terrain, il y a certaines erreurs que tu ne vas plus faire. Donc, c'est en réalité ça. Donc, l'université nous permet d'apprendre toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester en retrait. Il ne faut pas rester en retrait. Il faut militer, il faut se donner. Parce que tu peux connaître. Et aujourd'hui, ça se fait voir à travers nos enseignants. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui ont du mal à vous apprendre ce qu'ils connaissent. Ça se fait voir. Et vous allez voir que si les étudiants eux-mêmes, ils ne se cherchent pas, ils ne se débrouillent pas pour mieux comprendre la matière, à la fin, le cours n'est pas bien passé. Voilà. Donc, l'université nous permet d'apprendre toutes ces choses, nous permet d'apprendre nos aptitudes et d'apprendre beaucoup de choses. Comme le disait un de mes aînés, il dit, quand vous quittez l'université, vous rentrez en famille, et ton papa, par exemple, te commande quelque chose. Parce que dès qu'à l'université, tu as déjà certaines compétences qui te permettent de faire certaines choses. Quand tu rentres à la maison, toi, tu es beaucoup plus dynamique que les autres. Tu fais beaucoup de choses. Voilà. Donc, ton papa te dit, voilà, on te commande des choses, tu as de la lenteur, on sent malgré que tu es premier et autres, on sent que bon, mon enfant ne fait pas bien les choses. Voilà, et c'est ça, les gens disent, ah, il y a son donc moulin. Voilà. Donc, dans le cas contraire, tu peux ne pas être premier. Moi, j'ai toujours été un étudiant moyen, un élève moyen. Je ne me force pas à être à la première place. Je me force à atteindre les objectifs que je me suis donné. Donc, si je me dis, bon, il faut être passif, si c'est 13, 14 moyens que je veux avoir, je passe. Je me dis pas obligatoirement que je dois être premier. Donc, et d'autres personnes ou bien d'autres enseignants ont cette idéologie ou bien cette conception de la chose. Ils disent que normalement, quand les gens viennent à l'université, ils devraient plus se concentrer sur les études et on doit interdire les activités extrascolaires ou bien on ne doit pas permettre aux gens de penser à autre chose et puis de ne pas, voilà. Donc, certaines personnes plutôt ont cette conception de la chose, mais ce qui n'arrange pas finalement l'étudiant. Voilà. Parce que lorsque vous prenez seulement votre temps à apprendre, à la fin, vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, la concurrence, elle est rude. Il y a beaucoup de personnes qui sont bons. Il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes compétences que vous. Là, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et cette personne? Voilà. C'est la manière dont vous utilisez votre compétence. C'est la manière dont vous êtes productif. Donc, pour être productif, il va falloir avoir certaines aptitudes, certains comportements et une expérience déjà faite, déjà vécue à l'université. Voilà. Donc, voilà, en résumé, tout ce que je peux dire par rapport à ce que l'université m'a apporté, moi, personnellement, et ce que l'université peut apporter aux autres. Je vais te dire, en première année, moi, j'ai vécu quelque chose de très particulier. J'avais développé un complexe d'infériorité. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Ouais, je voyais tout le monde au-dessus de moi. Vous voyez inférieur. Voilà, je voyais pratiquement tout le monde au-dessus de moi. Et quand je vois les amis avec des chaussures que je n'ai jamais vues, mais je me dis, voilà. Quand est-ce que nous on va venir là? Donc, ça m'a permis et puis je suis quelqu'un, loin d'être égal à moi-même, je considère beaucoup la personne humaine. Peu importe qui vous êtes, lorsque je vous vois, je vous traite à votre juste valeur. Jusqu'au jour, peut-être vous-même, vous me dites que vous ne méritez pas. Vous avez des comportements qui fait que, voilà, moi, je vous archive. Donc, ça a fait que je traitais tout le monde à sa juste valeur. Je suis même été à niveau donné. Mais, à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Comme le dit très bien Nicolas Sarkozy, et la meilleure devise qui puisse exister, c'est la fraternité, le travail et la différence. Parce qu'on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière, parce que tout le monde n'est pas la même chose. Voilà. Donc, c'était ça, développer un complexe d'infériorité à l'université. Ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup gêné, ça m'a fait rater beaucoup de choses
quand j'étais à la première année. Mais avec le temps, j'ai vu que je pouvais beaucoup faire plus que les gens que je considérais. Wow. J'avais beaucoup de choses que eux, ils n'avaient pas. Seulement que moi, ils voyaient un côté fictif. Un côté que qui est passager. que je n'ai jamais connu. Et c'est dans cela, j'ai commencé par aimer les voyages. J'aime beaucoup voyager, et puis je fais l'effort de chaque vacances visiter au moins une ville du Bénin. Voilà, je fais au moins chaque vacances visiter au moins une ville du Bénin. Et ça vous permet de découvrir d'autres choses et aussi de ne pas vous limiter dans votre réflexion et dans votre manière de voir les choses. Parce que l'enfant qui a grandi au village jusqu'à 20 ans, tout ce qu'il y a de plus beau dans sa vie, mais tout ce que lui a vu au village, c'est seulement ça. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses qui sont vraiment plus belles que ça ou bien qui sont plus présentables que ça. Donc le jour où vous allez l'amener en ville, ou peut-être il quitte le nord, vous l'amenez simplement en Boyko, il va se dire, mais waouh, il y a encore mieux. Il y a encore mieux, mais le jour où vous l'amenez à Cotonou, c'est encore autre résultat. Le jour où vous l'amenez à Miami ou à Paris, c'est encore autre résultat. Le jour où il va en Dubaï ou bien en Chine, c'est encore autre résultat. Donc, faut pas se limiter dans la tête, faut voyager. Beaucoup vous regardez, quand vous regardez, vous observez, vous aurez envie parce que le cerveau est programmé comme ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Florentin. Je crois que vous avez parfaitement répondu à notre question et on a aussi appris beaucoup de choses. Déjà, ne pas déjà se donner de limites et en même temps, quand on a une idée de se lancer, même si on ne sait pas vraiment comment s'y prendre sur le terrain, c'est très important parce que quand on a un projet, parfois on se dit mais comment ça va se passer et tout. Mais déjà, quand tu as l'initiative, tu as au moins tout ce qu'il faut pour démarrer. Il faut commencer par les plus petits et après, tu verras comment ça va se passer et tout. Le plus important, c'est de se lancer et après acquérir des résultats sur le terrain. Merci beaucoup pour cela. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes contre ceux qui disent d'aller seulement à l'université et voilà, aller en cours et valider seulement. Donc, je crois que c'est quelque chose que vous avez appris que vous avez appris depuis très longtemps, que vous pouvez faire plus que l'école. Vous avez été dans pas mal d'organisations, vous avez été servant à l'église catholique, vous avez été choriste, etc. Alors, entre les études scientifiques, les engagements et les projets, déjà, comment vous organisez-vous concrètement pour rester focus, performant sur chaque projet que vous entamez? Parce que c'est pas facile, hein, être étudiant, aussi rester dans pas mal de choses et rallier tout ça et voilà, se vaquer aussi à d'autres préoccupations, ça sera pas vraiment facile. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous concernant cela? Comment vous restez vraiment focus et pour rester performant? Parce que c'est ça qui est important, la productivité, et pour cela, il faut vraiment se concentrer et avoir tout ce qu'il faut. Je vais dire que jusqu'à 2 ans en arrière, moi, c'est ce qui prime au-dessus de tout, mais ce qui primait dans le temps au-dessus de tout, pour moi, c'était l'engagement. Quand tu prends un engagement, mais quand tu rassures une personne de vouloir l'aider, de vouloir lui faire un retour, il faut le faire. Je ne ratais pas. Je donnais le meilleur de moi-même pour répondre à tout ce que j'avais comme engagement. Mais il y a 2 ans en arrière, j'ai décidé de beaucoup plus penser à moi. Beaucoup plus penser à moi. Et ça a fait que j'ai renoncé à plusieurs engagements, plusieurs postes de responsabilité dans la vie professionnelle. Par exemple, j'ai fait mon parcours aussi dans la mairie des jeunes, de Dassa Zoumet. Donc, c'est des postes de responsabilité auxquels j'ai dit, bon, je me retire. Et parce que, à force d'avoir beaucoup d'engagement, tu es partout, c'est pas bon. Ouais. À un moment donné, il va falloir choisir son chemin, beaucoup plus se concentrer. C'est pour ça que je disais au début que la polyvalence, c'est bon. Mais ça aussi, son impact. Ça aussi, le côté négatif. Oui. Mais si tu n'es pas polyvalent dans un domaine précis, vous savez, avant, et je prends l'exemple, avant, quand vous preniez un maçon, pour une construction, vous avez différentes personnes qui interviennent. Oui. Il y a le briquetier qui fait son travail pas, le maçon qui vient qui fait son travail pas, le coffret fait pour lui, le ferrailleur fait pour lui. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un maçon, il peut être à la fois briquetier, les maçons font ça. Oui, il peut être aussi ferrailleur. Voilà, ils sont coffrets, ils sont ferrailleurs, ils font tout aujourd'hui. Oui. Voilà, donc c'est cette polyvalence-là qu'on peut encourager, c'est cette polyvalence-là. Dans le même domaine, dans ton domaine d'activité, tu arrives à avoir plusieurs compétences. Un peu comme le graphiste qui fait encore du montage vidéo, ou bien qui est encore community management, ou bien qui aime encore communiquer, c'est la même chose. Oui. Parce que tout se résume à la communication. À la communication. Donc moi, j'étais assez polyvalent. Il y a certains domaines où je ne connaissais rien.
Mais néanmoins, je prenais des engagements, je faisais des choses et à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais tout laisser. Je vais tout laisser, il va falloir beaucoup plus penser à moi. Et quelle est ma ligne directrice? Quels sont ces domaines-là qui font avec ce que je prévois être dans le futur? Donc, ça fait que j'ai abandonné beaucoup de responsabilités et j'ai dit, faut pas être partout si ces endroits-là ne font pas partie du champ lexical où tu vas. Et ce cumuler études, vie professionnelle et tout ce que vous avez dit là, moi, je n'ai qu'une seule méthode pour le faire, c'est de faire chaque chose en son temps. C'est tout. De faire chaque chose en son temps. Moi, je suis pas tout le temps dans les études. Je peux aller au cours de façon formelle. Je peux me rien suivre là-bas. Je peux suivre aussi pour comprendre. Si j'ai des obligations personnelles, je peux aller au cours, mais sur mon portable ou être sur mon ordinateur. Maintenant, quand c'est la période de composition, il n'y a pas d'obligation externe. Par exemple, je vous donne un simple exemple. Et pour les universités Awards de l'édition passée, c'est arrivé qu'à 2 semaines de l'événement, que j'ai des compositions. Et ces compositions, c'était pas facile parce que on a eu un petit retard dans la programmation des compositions dans l'année et on avait cumulé beaucoup de matières. Et franchement, personne n'était prêt, dans la promotion master. Donc, on n'avait qu'une semaine pour se préparer et se donner à fond. Alors que les universités Awards, c'est autre chose. Moi, il faut pas produire la science si on n'est pas sûr que la science sera efficace. Si c'est une seule chose que tu veux faire de façon efficace, il faut te concentrer sur ça. Voilà. Maintenant, quand tu prends plusieurs choses et tu n'arrives pas à le faire de façon efficace, c'est pas bon. C'est ça, vous expliquez par la productivité. Ah. Donc, tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous essayons de faire dans le parcours d'organisation des universités, par exemple, c'est dans le but d'avoir un résultat. Donc, il faut le faire de manière efficace. Chaque communication, chaque courrier rédigé, chaque intervention, chaque webinaire, il y a un résultat qu'on veut derrière. Donc, il faut pas niaiser, il faut pas se dire, on va le faire pour le faire. Parce que personne ne nous oblige. Donc, si on a désiré de le faire, il faut qu'on le fasse mieux. Donc, il y avait ça qui jouait, mais à un moment donné du parcours, j'ai été obligé de beaucoup confier d'autres responsabilités et je profite pour remercier particulièrement et 2 personnes, et mon cher ami et frère Lima Heribert et Franck Léomy, parce qu'à un moment donné, j'ai laissé la communication à Franck. Franck, c'est lui qui a géré la communication pendant toute la période où j'étais en composition. Voilà, en composition. Il fallait que je lui envoie les visuels les soirs, parce que je me connectais à peine 1 heure. Dans les 24 heures, parce qu'il fallait apprendre, chaque heure était importante, même la nuit, il fallait profiter de cette occasion-là. Pour donner le meilleur de soi-même. Ouais, c'est vrai. Alors, je n'aime pas, juste pour ne pas accepter le fait que les gens disent quand on vient à l'université, il faut étudier et ne pas se concentrer dans les activités extra-scolaires. Je n'aime pas à la fin dire que, bon, je n'ai pas travaillé et tout le reste. Okay. Donc, j'accorde le temps qu'il faut à chaque chose. Ouais. Donc, quand c'est le temps de composition, j'ai limité les responsabilités pratiquement à 0 et je me suis concentré pour la composition. Quand il est fini, je suis revenu encore sur le projet. Je me suis concentré encore, j'ai donné le meilleur de moi, 100%. C'est vrai que ça arrive à un moment donné où tu seras obligé de tout faire et à la fois, mais la meilleure des choses, c'est de se programmer. De se programmer et faire les activités en fonction de la priorité. C'est très important, en fonction de la priorité et de l'urgence. Donc, c'est tout. C'est de cette manière, moi, je fonctionne. Chaque chose en son temps. Et quand j'ai beaucoup de choses que je dois faire, à la fois, je fonctionne en fonction de la priorité et de l'urgence. Donc, je prends chaque activité. Si c'est la vie académique qui demande beaucoup plus de temps, je lui accorde. Si c'est la vie professionnelle, je lui accorde. Si c'est la vie personnelle, je lui accorde. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est important de faire chaque chose déjà en son temps et de faire ça en fonction de l'urgence, comme vous l'avez dit, et de la priorité. Parce que quand c'est les cours, déjà, quand c'est un examen, vous avez qu'une chance, ou même, je dirais, 2 chances. Si vous passez et ça ne marche pas, vous êtes obligé de revenir peut-être en reprise, ce qui est déjà une limite en même temps. Alors, c'est très important, pour cela. Et ça vous permet en même temps de montrer le leadership qui est en vous. Parce qu'un leader, quand il entame quelque chose, il faut bien faire pour avoir plus ou moins, pas forcément un très meilleur résultat, mais quand même que les gens se disent, voilà, il sait ce qu'il a commencé. Alors, c'est très important. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été membre de plusieurs bureaux de fédérations étudiantes, comme la FEIA, etc. Alors, qu'est-ce que déjà ces expériences, notamment la FEIA, vous ont appris sur le leadership? On voit que
Déjà, vous n'avez pas été étudiant sur le centre universitaire de Lokossa, mais je vous vois beaucoup plus actif sur le centre universitaire. Donc ça vous a quand même permis de peut-être tisser des relations avec les étudiants du centre universitaire de Lokossa, notamment comme le président Héribert, Monsieur Vianney, le PVP, notre premier vice-président actuellement, Monsieur Franck également. Donc, qu'est-ce que ces expériences vous ont appris sur le leadership, etc. Bon, pour commencer, déjà, vous avez été à quel poste sur quels sont les postes de responsabilité que vous avez? Je le dis. Et déjà, pour commencer, si aujourd'hui j'ai l'opportunité de recommencer la première année, je crois que je vais choisir une filière technique. Sûrement pas, c'est pas pour dire que je regrette celle que je fais, ou bien que je ne vais pas la choisir à nouveau, mais je vais choisir une filière technique comme à Lokossa par exemple. Lokossa, je me sens chez moi, je me sens bien accueilli, et ça c'est à cause des frères et amis que j'ai ici, comme vous le dites, et c'est le mouvement, c'est l'unité qui nous a permis d'avoir ces genres de personnes-là. Et moi comment dire, j'ai un atout. Je vais plutôt le dire comme ça. J'ai un atout, et l'atout là, c'est que j'ai une poste de responsabilité ou pas, si je décide de créer l'impact qu'il faut, si je décide de donner un résultat comme je le veux, je le ferai. Donc ça fait que dans mon parcours, la majorité du temps, j'ai dit, voilà, donner les postes de responsabilité aux autres. Moi, j'en ai pas forcément besoin. Ça veut pas dire que j'en ai pas besoin. J'en ai pas forcément besoin. Mon parcours dans la FEA, je crois que je n'ai occupé qu'un seul poste durant tout mon parcours dans la FEA. Et ce n'est pas que je ne voulais pas au-delà. Ce n'est pas que je ne pouvais pas au-delà. Mais c'est juste où je me suis dit, voilà, j'accepte pour le moment. Donc, la première année, je suis venu, j'ai milité. La deuxième année, la même chose. J'ai l'habitude de conduire pratiquement tous les comités pour pratiquement toutes les organisations qu'on faisait. Il y a des choses même que les bureaux aussi ont lancé, ils ont créé, et puis ils n'ont pas fini, comme la journée, la célébration de la 3e promotion de notre école. C'est des activités qui ont été organisées par la FEA, mais qui n'ont jamais abouti. Et j'ai pris ces activités-là que j'ai conduit à bonne fin. Il y a d'autres initiatives aussi que j'ai pris de moi-même au nom de la FEA que j'ai fait. Et en 3e année, quand j'ai commencé ma 3e année, il y avait le renouvellement du bureau exécutif fédéral. Et pour ce renouvellement, on m'avait positionné en tant que responsable chargé des activités artistiques, culturelles et sportives. Et je vais le dire clairement, c'était pas, je n'avais pas dit que je voulais, mais on m'avait dit que tu pouvais le faire et que m'a mis là. Parce que moi, je n'hésite pas de poser les responsabilités. Je me dis que c'est pas obligatoire. Pour créer l'impact, il y a toujours une manière de le faire. Et c'est créer l'impact pour avoir un résultat très appréciable. C'est ça qui a été, c'est ça qui est la chose qui me motive moi le plus. Donc, j'étais responsable chargé des activités artistiques et culturelles dans ce bureau exécutif-là. Et ça m'a permis aussi en même temps d'aller dans le bureau fédéral des organisations étudiantines, que nous appelons communément BFO en abrégé. Donc ça m'a permis aussi de faire l'expérience dans ce bureau-là. Je dirais que dans le temps, comparativement à aujourd'hui, on avait beaucoup plus de plaisir à militer. On avait beaucoup plus de plaisir à militer parce que c'est un nouveau terrain. Chacun faisait son expérience, chacun faisait ses découvertes, chacun donnait ce qu'il pouvait. Et on avait des buts, on sentait que militer, c'est pour une cause, c'est pour une raison, c'est pour un résultat. Et donc, on était dans le feu de l'action, comme les gens ont l'habitude de le dire. Et ça nous a permis de faire beaucoup d'expériences. C'est ça qui m'a permis de connaître toutes ces personnes dont vous parlez là. Et loin de les connaître, il y a plusieurs qualités que moi je vais dire. Vous savez, le problème à l'UNESTI, vous allez voir les étudiants, ils ont l'habitude de parfois revendiquer certaines choses de la mauvaise manière, si je peux le dire. Le problème à l'UNESTI, au Bénin, comme dans tous les pays du monde, et comme dans toutes les situations, c'est le modèle de gouvernance.
il n'y a pas un bon modèle de gouvernance qui est une référence qu'on donne à un pays, à une organisation pour adopter. Non. Il y a les lois, et quand les lois sont là, il y a aussi l'esprit de la loi qui nous permet d'appliquer les lois. Wow. Comment les gens pensaient, dans quelle position ils étaient quand ils étaient en train de voter ou quand ils étaient en train de vouloir qu'on applique ces lois-là au commun des modèles que nous sommes. Et je parlais de bons modèles de gouvernance. Quand chacun vient, il n'y a pas un truc spécifique, il n'y a pas une référence qui est donnée dans la gestion ou bien dans la gouvernance. Mais le truc spécifique, c'est que chacun essaie de produire son résultat, de conduire son mandat en fonction de ses convictions, en fonction de ce qu'il pense bien. Et j'explique. Ce que peut-être vous pensez bien peut ne pas être ce qui est bien. Voilà. Parce que, homme que nous sommes, nous avons des principes. Et que tes principes qui sont personnels à toi peuvent ne pas être des principes généralisés. Ce que tout le monde peut accepter. Voilà. Si les musulmans se disent que, bon, on peut avoir jusqu'à 4 femmes, ça c'est d'accord. C'est leur conviction, c'est selon eux. Oui. Ça veut pas dire qu'on va adopter ça pour tout le monde. Oui. Voilà. Par exemple, dans l'Église catholique, on dit qu'il faut qu'il y ait une seule femme. Voilà. Un homme, c'est une femme, et non pour plusieurs femmes. Voilà. C'est comme ça aussi, chacun fait de son mieux, fait ce qu'il pense bien, fait ce qu'il juge bien. C'est vrai que, en pensant faire ce qui est bien, parfois, on exagère un peu dans la mesure du possible. Et la seule chose que moi je recommande vivement pour ces gens de causes, c'est que, pour ces gens de faits, c'est que nous puissions développer des valeurs de base. Que nous puissions développer des valeurs de base. Et si ces valeurs-là venaient à quitter tout ce que nous faisons, c'est qu'on n'a plus de sens, on a vraiment plus de raison pour militer. Parce que, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'école pour apprendre à militer pour la gouvernance, la gestion du pouvoir, la gestion des ressources publiques. Et ce n'est qu'en militant dans ces organisations étudiantines qu'on a la possibilité de le faire. Mais il y a certaines valeurs qui doivent accompagner le militant, ou soit le dirigeant. Parce que c'est le mauvais élève qui devient un bon dirigeant ou même... mais le mauvais élève qui devient le mauvais enseignant. Mais c'est ça. Donc, en militant, si vous avez les bons comportements, c'est que en dirigeant, vous aurez aussi ces bons comportements. Donc, nous devons faire preuve de loyauté, c'est très important. Preuve d'honneur, preuve de dignité, et savoir que voilà, où nous sommes, ce n'est pas éternel, et que nous allons passer, et quand nous allons passer, ce n'est que ce que nous avons laissé, que les gens vont regarder de nous. C'est vrai qu'il y a encore la fille devant, et je le dis encore, vous, monsieur Charles, où vous êtes, ce n'est pas Baptiste Talon qui va vous positionner demain, ce n'est pas Louis Vlavoni, ce n'est pas Djogbenou, ou bien, voilà, ce n'est pas ces messieurs-là qui vont vous positionner demain. Les personnes qui vont vous positionner, c'est les gens de notre promotion, c'est les gens de notre génération. Alors, vous êtes impliqué aussi dans des événements sur, je vais dire, sur le centre universitaire, déjà dans l'UNESTI, mais aussi, notamment aussi sur le territoire national au Bénin. Les événements comme la nuit de la femme scientifique et ensuite les universités Awards que vous êtes d'ailleurs le promoteur. Déjà, j'aimerais savoir quel était votre poste au sein je dirais, du comité de la nuit de la femme scientifique. Est-ce nuit de la femme scientifique, vous venez de dire tout à l'heure. Miss scientifique. Est-ce Miss scientifique, ok. Alors, quel était votre poste déjà dans cette organisation et tout? Pour la nuit de la femme scientifique, je crois que la première édition, j'ai juste conduit le comité sur le centre universitaire de Dassa. Voilà, j'ai juste conduit le comité et ensemble on a répondu aux prérogatives qui sont les nôtres. C'est déplacer les étudiants, les mobiliser pour qu'ils soutiennent la candidate de l'école. Voilà, donc on s'est attelé pour avoir le résultat qu'on voulait dans le temps. Maintenant, à part cette année où j'ai conduit le comité sur le centre universitaire de Dassa, je crois que l'année qui a suivi aussi, j'ai apporté ma contribution générale et spécifique aussi à travers mon centre universitaire. Je n'ai pas occupé un poste spécifique, mais j'ai fait les mêmes choses que j'avais fait les années antécédentes. C'est à partir de l'édition 3 que je vais dire que je suis tellement impliqué
que ce soit dans la communication, dans l'organisation, comme dans la logistique, tout le déroulement. Donc, la troisième édition de l'année de la France scientifique, j'étais le président du comité d'organisation. Et cette édition-là, même d'ailleurs, qu'on a fait à l'OCOSA ici. Et je crois que, après ça, il y a la quatrième édition. La quatrième édition, c'est Cyril Chafara qui était le président du comité d'organisation. Mais néanmoins, j'étais un appui solide. Je crois que on a travaillé ensemble. Vu où lui n'a pas l'expérience, moi j'ai apporté ma contribution. Et où il peut faire, il s'en est sorti tout seul. Donc c'est un peu ça, l'année de la phase scientifique, je vais dire le poste qui revient souvent, c'est le président du comité d'organisation. Voilà. Maintenant pour les événements comme les University Awards, ça qui est une initiative personnelle à mon titre et au titre de mes collègues avec qui nous organisons cet événement. Et d'autres activités auxquelles on participe, d'autres événements dans lesquels je suis impliqué, comme le dialogue ouvert sur les changements climatiques, par exemple, les ODD, qu'organisent les jeunes Voix-VET. Nous sommes à la troisième édition. La première édition, on l'a fait à Dassa, la deuxième à Boubekalavi, et l'édition 3, on va le faire à Parakou. Le lieu est déjà annoncé. Donc, pour ces genres d'organisations, je crois que ce sont des organisations auxquelles j'appartiens. Et dès que l'on a les activités à faire, comme j'ai pas mal d'expérience dans le côté, logistique, planification, déroulement, je suis beaucoup plus impliqué. C'est ça. Alors, merci d'ailleurs. On sent que vous êtes beaucoup plus demandé quand il s'agit des organisations. Vous êtes plus recommandé de par votre expérience et de par aussi vos compétences. Alors, et déjà, j'aimerais savoir comment vous avez grandi. Est-ce que vous venez d'une famille beaucoup plus aisée? Parce que rester aussi dans les organisations nécessite quand même un petit effort déjà de sa part, de la contribution ou de la participation financière, parce que vous faites toutes choses dans la vie. Il faut déjà, même pour demander de partenariat avec quelqu'un, il faut quand même déjà montrer ce que vous avez dans le ventre pour demander à quelqu'un de vous aider. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez grandi. Est-ce que vous venez d'une famille beaucoup plus aisée? Excusez-moi si je reviens sur cela. Et en même temps, savoir d'où vous venez, déjà, d'où êtes-vous, etc. Ok, merci beaucoup. Je suis né à Boycon. J'ai grandi à Boycon. Les deux villes dans lesquelles j'ai plus fait d'années de ma vie, c'est Boycon et Dassa-Zoumé. Deux villes sœurs, je dirais, qui sont du centre Bénin. Je viens d'une famille modeste, d'accord, qui a l'essentiel pour vivre. Je n'ai pas dit pour survivre, non, l'essentiel pour vivre. Parce que vivre et survivre, c'est différent. Donc, je viens d'une famille modeste. J'ai un parent j'ai mes parents, je dirais particulièrement mon père, qui a son modèle d'accompagnement et envers ses enfants. Ce n'est pas le genre de père qui a trop de règles sur le côté financier. Et quand moi j'étais à l'université, les premières années, quand j'avais besoin d'argent chez lui, c'était que si aujourd'hui tu en as besoin, tu demandes. Demain, tu en as besoin, tu demandes. Je suis pas dans le système de la majorité où il y a un agent de semaine, où il y a un agent de mois, il y a tous les gens qui sont envoyés. Non, c'était pas ça chez moi. J'en ai besoin aujourd'hui, je demande. Demain, j'en ai besoin aussi, je demande. Après, demain, si c'est justifié, que c'est raisonnable, lui va envoyer, c'est de ça et responsabilité. Donc, voilà un peu ça. Nous sommes 6 pour mes parents. 4 garçons, 2 filles. J'ai une grande sœur qui est la première. C'est le premier enfant de mes parents. Et à part ça, j'ai un grand frère. Donc, j'ai la chance d'avoir de grands frères et de grandes sœurs et d'avoir de petits frères et de petites sœurs parce que je suis tout au milieu. Je suis le troisième enfant. Après moi, il y en a encore eu 2 garçons une fille qui m'a suivi et puis 2 garçons qui ont suivi et 7 derniers. Donc voilà un peu. Mon père, il est enseignant. Ma maman, elle est commerçante. Et c'est un peu ça. Alors, merci déjà pour ça parce que c'est important, parce que vous venez de dire que parce qu'il n'y a pas tout le monde qui bénéficie de cet accompagnement de part de leurs parents, encore de part du père, parce que pour beaucoup de parents, quand vous allez à l'école, quand vous allez à l'université, appelez, demandez même si c'est même pour une participation même qui rentre. Je crois même dans l'église même, par ailleurs, c'est des parents qui sont catégoriques, qui refusent.
Et je profite pour expliquer. En fait, c'est ce qui a changé, moi, catégoriquement, ma manière de voir les choses et ma manière de faire les choses. C'est le fait que je me suis décidé de, d'oublier l'économie de mes parents, d'oublier les finances de mes parents et de ne plus compter sur leur argent. Le fait que je me suis décidé ça, c'est déjà en deuxième année, quand on a commencé que j'ai pris cette décision, j'ai vu que je pouvais faire beaucoup de choses et il fallait me mettre dans la tête que je n'ai pas autre solution que moi. Et c'est dans cette optique que je pourrais mieux m'en sortir et mieux me développer. Et concernant les projets auxquels ou les organisations auxquelles je participe, on n'a pas toujours d'argent avant de commencer, mais on pense au projet et vu qu'on a déjà un peu de crédibilité, ça me permet, aujourd'hui, moi, je peux commencer un projet à 0 francs et puis tourner tout le projet avec plus de 5 millions et finir encore peut-être avec 0 francs, c'est possible. Parce que l'objectif premier, j'ai toujours dit, tout ce que moi je fais aujourd'hui, l'objectif premier, ce n'est pas encore vraiment de gagner. Je fais toutes les expériences que possible et un jour, je pourrai bénéficier de ces expériences-là. Ce jour-là arrive, c'est même imminent, mais ce n'est pas encore le moment. D'ailleurs, je me suis fait le plaisir d'organiser tout type d'événements dans ma vie. J'ai organisé des soirées, j'ai organisé des galas, j'ai organisé des conférences, tout type. Même des soirées cinéma. Je me rappelle quand le film Woman King était sorti dans ce pays, j'ai organisé une soirée cinéma autour de la piscine de Djikotela, c'était plus de 100 étudiants, dans une atmosphère qui ne dit pas son nom et voilà, et il y avait la projection, il y avait les popcorn, et puis il y avait du rafraîchissement, tout le monde était à l'aise et tout le monde était OK. Donc la majorité du temps, comme le dit encore, parce que j'aime bien écouter Nicolas Sarkozy, c'est le projet qui fait l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui fait le projet. C'est ça, c'est le projet qui fait l'argent. Donc lorsque vous débutez un projet, même sans les sous, vous pouvez débuter. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs stratégies de le faire, suivez juste comme vous apprenez. Parce qu'il y a les engagements qui sont là, mais lorsque vous êtes en train de vous chercher, il y a les jeunes comme vous qui se cherchent aussi. Sur moi, pour démarrer un projet, je n'ai besoin que d'un acteur principal. Le graphiste, c'est fini. Quand j'ai le graphiste qui me sort les visuels, j'ai toutes les stratégies de communication, les gens que je peux toucher pour qu'ils m'aident, pour qu'on envoie l'information plus loin. Et dans ça, moi, j'ai le retour que je veux. Et on entre dans le processus maintenant et d'organisation. Et on pense à toutes les manières possibles de faire une mobilisation financière. Donc, j'ai pas toujours commencé, je dirais, j'ai presque jamais commencé mes activités avec un budget de fonds de début, mais je tourne toujours dans les millions pour le développement. Par exemple, les universités, cette année, c'est une activité qui est allée à près de 4 millions de francs CFA pour tout ce qu'on a fait alors qu'au début, on avait que quelques sous pour avancer les premières personnes qu'on avait là. Et tout le reste. On a utilisé plusieurs stratégies pour mobiliser les fonds. Et en même temps, on a encore inséré les fonds dans l'organisation. Et puis, à la fin, c'est comme ça. Alors, et vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous avez dit qu'on peut démarrer un projet même à zéro. C'est vrai. Mais pour beaucoup, ne vont pas comprendre. Des gens comme moi, par exemple. Alors, j'aimerais savoir, en 3 étapes simples, pour quelqu'un qui a un projet, qui nécessite vraiment un budget conséquent, comment il pourrait démarrer le budget s'il n'a pas vraiment d'argent? En 3 étapes pour vous, comment il pourrait le faire? OK. J'ai dit, on peut démarrer un projet sans fonds. Ouais. Mais de la même manière qu'on peut entreprendre sans fonds. 0 francs. C'est bien possible. Je vais donner 2 exemples avant de venir sur les 3 étapes que vous me demandez. La première des choses, chez moi, à l'UNSPBA, j'organise l'école de la FUA. L'école de la FUA pour tous les militants, tous ceux qui militent pour la FUA. Et puis, quand on vient, on parle de leadership, et mindset, entrepreneuriat, vie sociale, tout. Donc, déontologie, éthique. L'objectif, c'est de former des personnes responsables, bien civilisées dans la vie, et puis que, après leur parcours à l'université, quand ils vont se retrouver dans la vie active, chacune des choses qu'on aurait à leur apprendre puisse les servir dans la vie active. Donc là-bas, je leur ai donné l'exemple la fois passée. Je n'ai pas d'argent et je veux entreprendre. Je sais que dans le milieu dans lequel je suis, les étudiants aiment les bracelets. D'accord? Donc je peux vendre des bracelets à 150, je peux vendre des bracelets à 200. J'en connais un producteur. Je vais là-bas, on va signer le contrat, évident, et je dis, bon, le bracelet, vous me livrez ça peut-être à 150, et moi je vais le revendre à 200 francs.
Là, j'ai mon fournisseur chez qui je prends la marchandise sans pour autant remettre de l'argent. Oui. Parce que ça dépend aussi de la crédibilité, de comment vous parlez, de comment, voilà, il y a tout ça. Et de comment vous le commandez aussi. Voilà. Parce que aujourd'hui, il y a les microfinances, les gens vont à la banque, ils font des prêts. Oui. Ça ne veut pas dire forcément que la banque les connaît, mais ils ont des témoins et tout. Oui. Il y a toujours un processus. Quand vous n'avez personne à respecter pour que les gens puissent vous remettre les trucs, d'abord en espérant que vous le fassiez. Donc, je prends ce bracelet, par exemple, et puis je viens vendre à 200. Je prends l'exemple, je dis, je vends 5 bracelets par jour, ça fait 250. 5 bracelets par jour, ça fait 250 comme bénéfice. Comme bénéfice. Voilà. Je ramène les 150 au fournisseur, son argent. Tu vois, c'est comme bénéfice. Je crois que pour une semaine, pour les 5 jours de cours, ça doit faire quelque chose de 1250. Voilà. 1250 par semaine, ça doit faire quelque chose de 5000 le mois, si je me trompe. Donc, ça doit faire, oui. Oui, 5000 le mois. 5000 le mois comme bénéfice. Juste parce que tu vends du bracelet que tu n'as pas fait, tu n'as pas eu de budget et de fonds à allouer à cette, à ce fournisseur. Voilà, au fournisseur au début avant de prendre la marchandise. Oui. Donc, c'est bien possible de le faire de cette manière. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes, les valeurs qui doivent nous caractériser plus. C'est pour ça que les gens ont peur de nous faire confiance. Voilà, dans la société. Ils ont peur de nous faire confiance dans la société. Donc, en 3 étapes, pour un projet, il y a le début à la fin. Où je suis, où je vais. Et c'est d'où je suis à où je vais. Au milieu, c'est le plan. Donc, pourquoi je le fais? C'est ça d'abord. Quand je veux démarrer un projet, je me dis pourquoi je le fais. Après ça, quel objectif je veux atteindre? Je me fais l'objectif. Maintenant, comment je peux y arriver? De qui j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? De le qui est très souvent important. De qui j'ai besoin et de quoi j'ai besoin. Donc, lorsque j'arrive à savoir de qui j'ai besoin et de quoi j'ai besoin, j'établis mon plan. Lorsque tu as un projet bien structuré, tu as l'objectif, tu sais pourquoi tu le fais, et puis tu as le plan. Tu peux commencer le projet même sans 0 francs. Parce que ça va dépendre des ressources qu'il te faut pour ce projet-là. Oui. Imaginons tout ce que nous faisons dans cette vie, même quand on dit on a besoin de l'argent, on ne remet pas l'argent à l'argent, on remet l'argent à l'humain. Oui. Donc voilà, il y a d'autres stratégies aussi de toujours négocier avec l'humain sans pourtant lui remettre de l'argent et commencer le projet d'abord et après, voilà, quand ça fructifie, tu as besoin du graphiste. Stratégiquement, va chercher quelqu'un qui est en train de se chercher comme toi. Oui. Parce que tu as tes débuts. Parce que moi, aujourd'hui, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est les gens avec qui j'ai commencé il y a 4 ans, 5 ans. C'est les mêmes personnes. En termes de prestataires, graphistes, développeurs web, community management, tout ce que j'ai comme équipe, c'est les mêmes personnes. C'est vrai qu'arriver à un niveau donné, faute d'inefficacité de cette personne, je les laisse, mais c'est à 70%, c'est toujours les mêmes personnes. Donc, quand tu commences avec eux comme ça, il suffit d'être sérieux. Aujourd'hui, les gens aiment appartenir à quelque chose, même si cette chose-là ne va rien donner. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a le bénévolat. Mais dans ces organisations de bénévolat, il y a encore 7 personnes. Je prends l'exemple de la JCI. 7 personnes qui militent, c'est vrai que c'est du bénévole. Je prends l'exemple des jeunes voix vertes auxquels j'ai parti. C'est une organisation bénévole. Mais pourtant, nous sommes dedans, on fournit les efforts qu'il faut. Tous les jours, on dépense notre connexion, on fait tout ce qu'il faut. Donc, vu qu'il y a ces organisations bénévoles, ça veut dire que les gens aiment appartenir à quelque chose. Alors, ils aiment faire partie d'un réseau, ils aiment se donner des objectifs. Donc, tu cherches un jeune comme toi, qui est en train de se chercher, et qui peut-être n'a pas la vision claire, et il vient, je t'associe à mon projet, voilà comment ça va se passer. Je n'ai pas le budget. Toi, tu es le graphiste. Moi, je suis si j'apporte telle chose, et à la fin, voilà comment ça va se passer. Et puis, vous impliquez tout le monde. Et surtout, respectez votre parole, c'est très important. Très important. Donc, lorsque vous associez les gens comme ça, à la fin, vous avez le résultat que vous voulez. Oui, donc, savoir de quoi on a besoin en première position, qui peut nous le fournir, et puis utiliser les bonnes stratégies pour entrer pour atteindre son objectif. Voilà, c'est important. Donc, déjà, de savoir le début, pourquoi je veux faire ça, et ensuite, le milieu, le plan pour atteindre l'objectif, etc. Donc là, c'est important parce que quand vous avez déjà cette structure, je vais dire, et ensuite vous constituez une équipe des gens qui ont quand même
qui ont commencé, mais qui n'ont pas encore atteint un niveau, je crois, ils vont accepter et travailler avec vous. C'est exactement ce que moi je fais d'ailleurs, etc. Donc, merci déjà pour ce partage avec vous, avec moi, etc. Alors, j'aimerais revenir un peu en arrière sur les événements que vous avez eu à participer et organiser aussi. On sait gérer ces différentes organisations, surtout des événements qui regroupe pas mal d'institutions, je vais dire, d'universités ou même le territoire. Ça, on gère parfois les critiques, le stress aussi et beaucoup d'autres choses. Déjà, comme on l'a constaté, au niveau je vais dire, la nuit de la femme scientifique l'année dernière, il y avait eu pas mal d'incidents, je vais dire, si je peux me le permettre, au niveau déjà sur notre centre universitaire à Lokossa, les gens étaient mécontents des résultats qu'a donné, le résultat final quand même de la nuit de la femme scientifique. Comment vous arrivez à gérer cela? Et en même temps, comment vous vous projetez? Parce que quand on reçoit ces critiques, il y a certaines personnes que ça affaiblit et je sais pas, qui décourage même et qui n'évolue plus, etc. Alors, quand vous arrivez à gérer cela, c'est pas facile de gérer quand même une personne qui même te voit et prêt même à te battre pour n'importe quoi. Ok, je vais vous dire quelque chose. Il faut que les gens se comprennent que dans cette vie, tout ce qu'on fait, il y a une énergie derrière. Voilà. Il y a une force spirituelle derrière, il y a une puissance derrière. Et quand la force, elle est présente, quand l'énergie, elle est présente, comme on le dit, la nature a horreur du vide. On aura toujours la productivité, on aura toujours le résultat. Je m'explique. Si vous-même, vous créez les problèmes, ça va se retourner contre vous. Exactement. Mais si vous ne créez aucun problème, et puis c'est les gens même qui se créent les problèmes dans leur tête, il y a en réalité aucun problème. L'année de la femme scientifique et l'édition dernière, moi, je n'étais pas jury. Ceux qui sont jurys, on les connaissait. Nous tous, on sait. Je ne pense pas, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la valeur. Parce que quand vous finissez par élire l'ambassadrice, en dehors de la moto qu'elle a, c'est le titre, ça fait partie de son parcours. Et à la fin, elle pourra dire, voilà, ça fait partie des expériences qu'elle a eu à effectuer et tout le reste. Donc, la moto, c'est pratique, c'est vrai, on voit ça, mais c'est comme on le dit, c'est vanité. C'est passager. Oui, c'est passager. Donc, d'ici 10 ans, ça va se gâter, ça va passer. Maintenant, après ces 10 ans, qu'est-ce qui reste? C'est le titre qu'elle va porter éternellement. Exactement. Rester dans les archives de la FUA, rester dans les archives des ambassadrices de la nuit de la femme scientifique. C'est ce titre-là qu'elle va porter. Maintenant, si pour ce titre, parce qu'il y a une chose, moi, quand j'organise, il y a mon cœur, il y a mon esprit, il y a mon âme, tout est dedans. Seulement que je sais pas, Dieu m'a permis d'avoir ce fait plaisir de ne pas, moi, j'écoute pas trop les gens. Tout ce que vous dites, le bruit, je n'aime même pas le bruit. J'aime rester dans le bruit, mais je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas le bruit des gens. Quand vous parlez, tout le monde, moi, je n'écoute pas. Mais quand une seule personne se rapproche et dit en réalité ce qu'il pense, cette personne-là, on peut l'écouter. Parce que ça fait des preuves de considération et de bonnes méthodes. Voilà. Donc, pour la nuit de la femme scientifique, comme tout autre événement, déjà, je vais te donner l'exemple de la nuit de la femme scientifique et revenir sur les universités. Même cette année, moi, j'ai eu des menaces. Je vais en venir, puis vous allez entendre, je vais vous dire, voilà, comment je gère et puis pourquoi ça ne me dit rien. Nous, on organise quelque chose. L'événement, c'est la nuit de la femme scientifique. C'est des nuits de travail. Exactement. C'est des jours de travail. C'est des réflexions, c'est des communications, comment on déplace les étudiants, comment on touche tel partenaire, comment on a la couronne, comment on a l'écharpe, comment on a la salle, où est-ce qu'on fait, est-ce que l'endroit est propice, est-ce que ce que le graphisme c'est bon, ça fait partie de la charte graphique est respectée. Il y a beaucoup de détails qui sont essentiels. Parce que quand vous avez le standing, un événement à un niveau donné, là, une femme scientifique aujourd'hui, le standing est très élevé. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut plus se permettre. Comme les gens disent, on ne peut pas évoluer et régresser encore. Donc, on est obligé soit de rester constant, soit d'évoluer encore plus. Oui. Mais régresser, non. Donc, dans cette optique, on se donne, on fait tout ce qu'on peut pour que ça marche. Mais si vous-même, vous savez que à la fin, c'est pour choisir qui vous voulez, ça veut dire que tout cela n'aurait servi à rien. Toute l'énergie, toute l'organisation n'aurait servi à rien. Alors, pourquoi on le fait alors? Donc, ça veut dire que, déjà, de point de vue humain, on peut dire que ce n'est pas possible. Parce qu'on n'a aucun intérêt à penser à frauder les résultats. Donc, au nom de ça, le jury travaille, les gens sont devant nous. Il y a aussi autre chose que les gens ignorent. Vous pouvez produire un résultat qui ne répond pas aux critères.
Voilà. Et vous allez croire que peut-être votre résultat satisfait le public, satisfait tout le monde, mais le résultat ne va pas répondre aux critères. Alors que c'est important. Dans toute notation, dans toute grille de notation, il y a ce qu'on appelle les critères, c'est en fonction des critères qu'on a. Peut-être c'est le soulier en cherche. Mais toi, tu as tourné les fesses, les gens ont crié, tu crois que bon, ça fait l'effet, vu que le public aime, le jury a validé. Mais pas forcément ça. Donc, il y a les critères. Donc, moi, je suis pertinemment conscient, je trouve les personnes choisies assez responsables, pour leur job. Je crois qu'ils ont fait ce qu'ils doivent se faire, et puis qu'ils l'ont fait. Donc, malgré ça, donc, après ça, si les gens parlent, ils disent qu'ils veulent, vu que nous-mêmes, les conscients qu'on a fait ce qu'on a fait, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. C'est quand toi-même, tu as quelque chose à te reprocher, que quand les gens commencent à parler, tu cherches à leur faire comprendre, à t'expliquer où est les gens. Moi, je ne m'explique pas. Donc, c'est comme ça pour l'année de la France. Les universités hautes cette année, moi, j'ai souvent expliqué aux audiences, écoutez, ce que vous gagnez, c'est le parcours. Du début jusqu'à la fin. Les gens se disent, ouais, le trophée, moi-même, je peux aller le faire et je peux aller l'acheter. Mais ça va apporter quel titre? Yeah. Où est-ce que tu l'as reçu? Où est-ce que tu l'as reçu? Qui te l'a donné? C'est ça. Ça n'a pas sa valeur. Donc, en réalité, si tout le monde peut aller faire le trophée, c'est que la différence entre ce qu'on remet et ce que chacun peut aller faire, c'est la valeur que le titre, que ce trophée que tu prends te donne. Donc, c'est le parcours qui va vous permettre de gagner assez de choses. Moi, chaque année, je mise sur différentes choses à travers les universités. Cette année, j'ai juste misé sur les standings. Je n'ai ni misé sur les nominés, je n'ai ni misé sur les primes, parce que il faut à chaque fois réfléchir. L'année dernière, par exemple, j'avais misé sur les primes. Parce qu'il faut un aspect pour créer de l'engouement sur l'événement. Exactement. Soit vous gérez bien la soirée gala, les gens viennent y manger, il n'y a pas de problème. Là, le public est satisfait et peut-être bien les nominés sont satisfaits. Non, voilà. Maintenant, soit vous gérez bien les primes, en plus des trophées, les gens ont des enveloppes financières, et puis ils ont des ballons, si c'est dans leur domaine, l'entrepreneur a peut-être un ordinateur. Voilà, un ordinateur, c'est des trucs auxquels les gens s'attendent. Oui. Mais moi, je varie chaque année en fonction des objectifs. Parce que quand l'événement vient, il faut voir qu'est-ce qu'il faut pour ajuster. Et c'est en voulant ajuster qu'on prime un aspect au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire, le niveau, qu'on entend parler, qu'on dise que c'est quelque chose de grand, quelque chose de potable, qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, c'est dans ce sens que peut-être certaines personnes n'ont pas eu le résultat qu'ils voulaient quand voilà, ce qu'ils pensaient en venant, ils n'ont pas trouvé, puis ils se sont trouvés et ils étaient découragés plutôt à la fin. Cette année, moi j'ai pris 10 samedis pour gagner des séances de masterclass et de webinaire. Putain, si vous pouvez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de c'est du finance, c'est de l'argent, parce que les gens, même quand ils viennent dire dans les masterclass que ce que je fais c'est gratuit, c'est quand ça ne répond pas à leur prix qu'ils doivent prendre normalement. Donc, c'est vous dire quand ils sont, ce n'est pas l'argent qu'ils doivent prendre pour venir faire. Maintenant, je le fais. Donc, ils considèrent que c'est gratuit parce qu'ils considèrent ce qu'on leur a remis comme un per diem, ce qui ne répond pas à leur, au prix qu'on doit leur remettre normalement pour ce qu'ils ont fait. Donc, ils viennent, c'est beaucoup de personnes, vous les cherchez, vous négociez le temps, vous êtes sûr que samedi ne doit pas rater, tout le monde doit être là, à l'heure, rassembler encore ceux qui veulent suivre cette masterclass-là, ceux qui veulent suivre ces webinaires-là. C'est comme ça. On va vouloir donner, forcer les gens, les obliger ou les encourager ou bien rester derrière eux, les mobiliser pour qu'ils viennent suivre encore. Donc, il y avait beaucoup de la valeur dans ce cadre-là qu'on avait posé cette année. Oui. Ces masterclass, il y avait beaucoup de la valeur. Seulement que beaucoup n'ont pas compris et ils n'ont pas saisi l'opportunité de suivre les réguliers, de noter et d'en faire usage. Parce que les mêmes personnes, demain, ils vont payer des formations, peut-être qu'on leur a déjà donné gratuitement dans ces masterclass. Mais peut-être ils n'ont pas conscience de ça, vu que c'est gratuit. C'est pour ça, des fois, les gens ont horreur de faire les choses gratuitement. Voilà. Parce que quand c'est gratuit, les gens se disent que bon, voilà, donc on n'apporte pas de la valeur. Vous allez voir, les événements gratuits, c'est encore problème de faire le plein. Oui. Mais les universités cette année, c'est consciemment, moi j'ai dit non, mais on met les tickets à 5 000 francs. Parce qu'on est venu à Cotonou, le budget qu'on a utilisé pour faire l'événement à Cotonou, ce budget peut nous permettre de faire 2 éditions, peut-être par exemple. À Dassa, exactement. Vous comprenez? Oui. Donc, les choses sont chères, c'est autre chose ici. Les fournisseurs, c'est autre niveau parce que la qualité de vie est différente. Donc, la salle,
doublement le prix de ce qu'on a l'habitude de prendre. Donc, quand vous avez ce genre de choses, il faut aussi essayer d'élever le niveau. Ouais. Mais malgré qu'on avait mis les tickets à 5 000 francs, les gens sont restés encore dehors. Exactement. La salle était pleine. Exactement. Nous avons encore eu plus d'une vingtaine de personnes qui sont restées encore dehors. Peut-être on devait faire un événement gratuit et les gens ne vont pas considérer, ils vont pas venir. C'est toujours comme ça. Donc, quand il y a de la valeur qui vous est apportée, que les gens sentent que vous avez valoriser ce que vous avez fait. Parce que les gens se disent, s'ils prennent mon argent, ils sont obligés de faire du sérieux. Maintenant, ils se disent, si je ne donne rien, je vais là-bas, on fait le masque qu'on veut, parce qu'ils n'ont aucune responsabilité, aucun engagement envers moi. Parce que quelqu'un qui paie un ticket, il vient, l'organisation a une responsabilité, un engagement envers cette personne. Par exemple, la GT Night, si les gens sont venus, s'ils ne sont pas satisfaits du travail du DJ ou de l'organisation, ils vont dire bon, les gens n'ont pas tenu leur engagement parce qu'ils sont venus pour ça. Donc, beaucoup de personnes n'étaient pas satisfaits. Il y a même des gens qui ont écrit aux parents, les parents ont contacté. Moi, ils disent, ben, écoutez, quand vous envoyez votre enfant à l'école et que ce dernier revient et puis n'est pas premier de la classe, vous appelez l'enseignant pour lui demander pourquoi votre enfant n'est pas premier de la classe. Ou bien, quand il échoue, par exemple, vous appelez l'école pour lui demander la scolarité qu'on a donnée là. Remboursez-nous. Soyons sérieux. Soyons civilisés. Ce que nous on est en train de faire, s'il était sorti gagnant, vous n'allez pas réagir comme ça. Ça veut dire que ça reste des choses à faire. Ça reste de l'effort à fournir. Oui. C'est pour ça, dans les normes, on a encore mis une barre. Il faut avoir au moins 50%, mais si je veux faire du top 3 pour être primé. Parce qu'il faut pas vouloir encourager aussi la paresse dedans. Ouais. Quelqu'un qui a moins de 50% tout rassemblé, c'est que tu n'as pas fourni l'effort nécessaire qu'il faut. Donc, tu peux être premier de la catégorie. Si tu as les moins de 50%, on ne prime pas. C'est-à-dire que vous tous, vous n'avez pas fourni l'effort qu'il fallait. Donc, c'est ça, les gens, mais vu que nous, on est égal à nous-mêmes, on a respecté les clauses, on a donné le meilleur de nous-mêmes, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que l'événement marche, ça ne me dit rien. Donc, moi, je ne prends pas les critiques à cœur. Ouais. C'est tout. Si je me reproche quelque chose, ça va se voir à tout le monde très rapidement. Un peu comme cette année où, malgré les efforts, et tous les nominés n'ont pas été satisfaits par rapport à la restauration. Là, ça, c'est un truc qui m'a gêné. Après, bon, on s'est excusé pour dire, voilà, quand vous avez des prestataires, vous leur commandez des trucs et qu'ils ne font pas dans les normes, c'est vrai que tout ne dépend pas des normes, mais on va plus faire diligence pour que ces gens derrière ne reviennent plus. Exactement. Faut que c'est, parce que moi-même, particulièrement, on avait eu cet incident. Si ce n'était pas à cause de Franck, d'ailleurs, on n'allait même pas recevoir les boissons, etc. Mais quand même, c'était réglé et c'était pas mal. Moi, particulièrement, je félicite toujours quand il y a ces gens d'initiative et tout, même si je suis pas vraiment satisfait, c'est pas un problème parce que tout le monde ne veut pas être satisfait. D'autant que tu es nominé, même si tu n'es pas, quand tu n'es pas, tout le monde naturellement, quand on compétit, c'est pour avoir un résultat. Mais quand le résultat n'est pas atteint, beaucoup ne se reprochent même pas des choses, mais ils pensent déjà que voilà, c'est pas, peut-être c'est eux-mêmes, etc. Donc moi, je suis pas vraiment comme ça. Et je vous félicite déjà pour cette initiative et tout. Je suis en train de constater déjà, comme la nuit de la femme scientifique, est-ce que il y aura cet événement cette année? Parce que on n'a pas encore eu, je vais dire des covers, tout cela pour annoncer cet événement, etc. Et en même temps, revenir sur les University Awards, mais je vais vous demander déjà de nous éclaircir sur ça, parce que beaucoup pensent encore, surtout s'il y a des gens à Lokossa qui attendent encore cet événement, il y en a qui sont déjà catégoriques, qui disent qu'ils vont pas participer ou qui vont pas soutenir. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Est-ce que cet événement aura lieu cette année ou vous ne faites plus partie du comité d'organisation de cette la femme scientifique? Oui. Okay. Et la nuit de la femme scientifique, c'est devenu une activité majeure de la FUA et je pense que elle n'a pas une raison de ne pas exister. Donc l'événement, on va le faire. Et je pense que c'est déjà imminent. D'ici une semaine, voilà, on va annoncer les hostilités. Et comme je vous le dis tout à l'heure, tout ce qu'on fait ce n'est pas de notre volonté. Derrière toute activité, quand il y a de la sincérité, quand il y a de la bonne organisation, il y a l'énergie qui accompagne. Il y a la loi de l'attractivité. Quand ce que vous produisez, c'est du concret. Quand ce que vous produisez, c'est du positif, vous n'aurez que des retours positifs. C'est pour ça que les gens disent le karma existe et le karma existe vraiment. Exactement. Donc, un
un événement ne dépend pas de la personne d'un individu. Parce qu'au moment où toi, tu as vu un problème, tu dis, je ne veux pas soutenir. 5 personnes sont en train de voir un résultat et disent, je veux soutenir. Voilà. Donc, vous voyez, l'événement aura bel et bien lieu. On va démarrer, l'UNESCIM va se mobiliser encore comme d'habitude. On va encore mettre le paquet haut et penser à mieux faire. Parce que quoi, ce n'est que celui qui n'agit pas, qui ne se trompe pas. Dès que vous êtes dans l'effet de l'action, les erreurs sont possibles. Voilà. Vous comprenez, les erreurs sont possibles et les gens qui croient que, voilà, et dès qu'ils n'ont pas le résultat que eux, ils veulent, ça veut dire qu'ils vont se positionner, ils vont prendre position en même temps pour dire, voilà, je n'accompagne plus, je fais ci. Ce n'est pas ça la vie, parce que c'est ça, les gens vont le trouver tout. Peu importe l'action que vous allez produire, tout le monde n'est jamais d'accord. Tout le monde ne donne pas son avis 100%. Donc, l'événement aura bel et bien lieu. On va le faire dans la bonne ambiance. On aura les bons résultats qu'il faut. Et ma prière, c'est que cette année, nous aurons sur les 9 entités les candidats. Parce qu'à partir, après la première édition, on n'a plus la chance comme ça. Et c'est très souvent embourbé parce que les filles sont peu dans ces filets-là. Le même, il y a un SPI. Donc, ça fait qu'on n'a pas on n'a pas les 9 candidats comme cela. Donc, ma prière, c'est que cette année, nous ayons encore les 9 candidats, comme la première édition. Maintenant, s'il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas soutenir, ça, c'est eux. Avant eux, on faisait. Et vous allez toujours faire. Et on va toujours faire après eux. C'est pas ce qui est institutionnel ne dépend pas d'un individu. C'est comme ça. C'est ça, on dit, l'État passe. Si quelqu'un n'aime pas le Bénin aujourd'hui, ça va être son problème. Si quelqu'un n'aime pas partir, ça va être son problème. Parce que ça va partir, mais le Bénin va demeurer. Donc, c'est ça. Nous, on va partir. Les résultats vont rester et l'institution va demeurer, l'événement va demeurer et ça va continuer. Voilà, c'est comme ça. Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, on retient qu'il y aura bel et bien la nuit de la femme scientifique cette année et on espère de belles perspectives pour cette année. Déjà, on vous donne beaucoup de courage et on attend impatiemment le coming soon, etc. Déjà, j'aimerais revenir sur les University Awards. Moi, j'avais une petite préoccupation. Déjà, j'aimerais savoir quels sont les critères de sélection par rapport au poste. Parce que quand on compare ça à la nuit de la femme scientifique, il y a les sélections, il y a même des phases pré-sélection où on élimine certaines personnes. Parce que j'ai constaté que la façon dont ça s'est organisé l'année dernière, beaucoup peuvent participer sans pour autant être ce qu'ils ont mis sur la liste. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne sont pas forcément des graphistes ou même qui se forment encore, mais qui déjà s'auto-proclament graphistes. Et enfin, ils sont sur cette liste et comme ils ont les moyens financiers, ils peuvent tout faire, ils peuvent mobiliser même, ils peuvent même tout faire pour avoir même et sortir victorieux et recevoir ces trophées qu'ils ne méritent pas vraiment. Moi, j'ai constaté ça dans pas mal de catégories et franchement, j'aimerais demander comment vous arrivez à sélectionner ces personnes ou si vous prévoyez une autre façon de sélectionner pour les fois à venir pour quand même miser sur ceux qui sont vraiment compétents pour que cette initiative ait la valeur qu'elle devrait avoir. Sincèrement, j'aimerais en savoir plus sur ça. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une très belle question et je vous remercie de l'avoir posée. Les systèmes connaissent d'amélioration avec le temps. Parce que c'est comme je le disais, le modèle de gouvernance à l'UNESTIM, ça varie en fonction de l'expérience de chacun, de la compréhension de chacun et du niveau d'information de chacun. Donc, quand vous évoluez, il y a certaines choses que vous avez fait dans le passé, vous regardez, vous dites, putain, mais c'était moi, mais il faut améliorer. C'est comme ça. Donc, la méthode mise en place pour les inscriptions, pour sélectionner les nominés aux universités, ce n'est pas une méthode qui filtre, mais c'est une méthode inclusive. Inclusive plutôt, vous m'excusez. Donc ça, on l'a mis en place pour ne rater personne. Pour ne rater personne. C'est vrai, ce que vous en avez dit, ça peut s'observer. Et nous-mêmes, on en est conscient. Et voilà, on se dit que bon, il faut trouver les moyens, il faut trouver une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie pour bien poser. Peut-être l'édition prochaine des universités, les phases seront éliminatoires. Il faut déjà commencer par les compétences. Qui sait? Et si au niveau compétences, vous n'êtes pas OK, vous n'allez pas au niveau de tout ce qui va suivre.
Donc, ce sont des réflexions qui sont menées parce que vous avez pertinemment raison. Ce sont des réflexions qui sont menées. Parce qu'à la fin, nous-mêmes, quand quelqu'un dit je suis le meilleur, telle chose, et puis, vous voyez ce qu'il produit sur le terrain et tout, vous dites, mais comment, et là, on se dit, mais comment les gens là ont fait pour nommer telle personne? Et même, voilà. Et vous remettre vos observations ou bien le travail que vous faites en question. Voilà. Donc, nous-mêmes, ce n'est pas toujours plaisant et je vais dire par rapport aux universités. La stratégie qui est utilisée, c'est que nous, on fait des enquêtes officieuses de nomination. On fait des enquêtes officielles de nomination et après, on passe aux inscriptions. Donc, c'est le cumul de ces 3 recherches spécifiques qui nous permettent de sortir à la fin des nominés. Tu peux ne pas t'inscrire et te retrouver nominé parce que nos enquêtes officielles et officieuses ont montré que, voilà, tu fais partie de ceux-là qui créent le minimum d'impact dans ton domaine sur ton centre universitaire ou bien dans ton université. Donc, c'est un peu ça. On pense bien, et je crois que ça va se faire, on pense bien l'améliorer. Et l'année dernière, on a fait l'expérience de plusieurs catégories qu'on réduit déjà et que la chance nous accompagne parce qu'on est en train de vouloir mettre en place de nouvelles perspectives et élargir aussi l'envergure. Pourquoi pas? Parce que les pays voisins manifestent l'engouement de participer aussi aux universités. Donc, ça peut ne pas être l'édition prochaine qui va rassembler toute l'Afrique, mais un jour ça viendra. C'est possible. Des stratégies sont en place pour que, maintenant, vu qu'on parle d'un événement de dissection de référence africaine, il va falloir que les produits qui sortent de cette dissection soient des compétences vérifiées et assez satisfaisant. Donc, ça nous oblige à revoir aussi la manière de nomination, à revoir le système, à intégrer un peu plus de critères qui vont exclure beaucoup de personnes. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est important. Déjà, si vous avez cette initiative, alors, je vous donne beaucoup de courage et j'espère que l'année prochaine, on aura encore de belles expériences avec vous, etc. Alors, vous êtes promoteur aujourd'hui notamment de cette distinction. J'aimerais savoir quelle a été l'étincelle qui vous a donné envie de créer cette organisation. Qu'est-ce qui vous a donné, je vais dire, la motivation à vouloir primer les talents des universités du Bénin? Ok. En fait, je suis quelqu'un, c'est l'analogie qu'on le sait, que j'essaie de servir aux autres aussi. C'est ce que je mange, que je donne à manger. Je crois que moi-même, j'ai fait le parcours. J'ai été nominé aux Arawa Ambassador Awards. Dans le temps, je crois que c'est en organisant la nuit de la femme scientifique chaque année là, qu'ils ont trouvé que je fais la promotion de la mode et du mannequinat. Parce que quand on prend les Miss, il y a la mode, il y a le mannequinat. Voilà, donc ils m'ont nominé meilleur promoteur de la mode et du mannequinat des collines pour les Arawa Ambassador Awards. Donc, l'expérience a été tellement enrichissante. Ça m'a permis de voir certaines choses. Ça m'a permis d'affiner ma valeur. Ça m'a permis de me dire, mais ce qu'on fait, les gens nous observent. Donc, moi, j'ai tiré beaucoup de conclusions de ça. Et du fait que, quand vous voyez les talents, les gens qui ont les compétences, qui font l'effort, mais il y a personne qui leur dit, voilà, félicitations, courage, ça va aller. Parce que les universités n'aiment pas forcément, l'objectif n'est pas de primer forcément le meilleur, mais d'encourager aussi ceux qui font l'effort. Voilà. Vous dire, voilà, vous avez encore du chemin, ce que vous faites, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Il y a aussi ce côté-là qui est observé. Et c'est ça qui fait que nos critères de sélection permet à pratiquement tous ceux qui ont envie de se retrouver dedans, oui, dans la liste de nomination. Donc, c'est pour renverser cette tendance-là, cette joie que moi j'ai eu en participant à un niveau, parce que j'ai vu l'impact direct que ça a créé sur ma personne, sur mes activités, sur les nouvelles relations que j'ai développées. Je me dis, mais si c'est ça, donnons cet objectif-là à la jeunesse universitaire, ces gens qui ont les talents dans différents domaines. Et puis, bon, comme je l'ai dit, dès que j'ai eu l'idée, je n'ai pas réfléchi, j'ai eu CC, et puis, bon, la première édition a marché, donc j'ai bien structuré après, et puis on a continué. On a fait l'édition 2, on est à l'édition 3, l'année prochaine, ça sera l'édition 4. Alors, félicitations à vous. C'est une très belle initiative et je suis sûr que beaucoup vous l'ont déjà dit d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais n'osent pas vraiment se lancer. Vous l'avez dit d'ailleurs,
quand vous avez déjà l'idée, vous ne réfléchissez pas beaucoup, vous foncez. Alors, quel conseil vous aurez à donner à ces jeunes, à ces étudiants qui ont même des projets d'entrepreneuriat, même digital, etc., mais qui hésitent déjà du pas comment on appelle, de la rentabilité, etc. Est-ce que je serai rentable à long terme ou encore, qu'est-ce que j'ai à gagner, etc. Quel conseil vous aurez à donner à ces jeunes en même deux, trois phrases? Ok. Il y a une chose qu'il faut observer avant de prendre une initiative nouvelle. C'est l'authenticité et puis l'originalité. Si ce que nous allons faire, ce n'est que des choses que d'autres personnes font déjà, ce n'est plus la peine de le faire. Ça, c'est chez moi. Pratiquement, la majorité des choses la majorité des innovations que moi j'ai apportées, c'est des trucs que je ne voyais pas et que je me dis que c'est possible de faire. C'est pour ça que je ne réfléchis pas. Mais quand déjà, c'est des trucs que les gens font, regardez, aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs galas que les gens font. Pas même tu dis, je veux faire un gala, tu donnes un nom. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Quelle est la spécificité de l'événement? Quelle est la valeur qu'elle apporte? Qu'est-ce qui oblige les gens à venir? C'est quoi le contexte? Donc, quand on prend tout cela en compte, ça élimine beaucoup de personnes. Donc, que ce soit un projet d'entrepreneuriat, tu veux entreprendre, mais est-ce que tu le fais? Par quelle manière tu veux le faire? Quels sont les objectifs derrière? Comment ça va permettre aux gens de pouvoir bénéficier de ton expérience et de tes compétences. Donc, pour quelqu'un qui se dit, bon, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat ou bien peut-être faire un projet, il va falloir regarder ces 3 critères de base. Qu'est-ce qui marche? D'abord, sur le terrain. Qu'est-ce qui marche? Et qu'est-ce que moi j'ai à apporter? C'est en fonction de ce que j'ai apporté que je regarde maintenant. Qu'est-ce qui marche? Je connais mon domaine et je sais, dans mon domaine, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que je fais de différent pour obliger les gens à me regarder moi? Donc, lorsque vous savez que ce que vous voulez produire, vous faites des choses que les autres font, mais pas de la même manière, lorsque vous êtes sûr que cette idée-là, elle est déjà bien assise, allez-y, lancez-vous, ne réfléchissez plus. C'est tout. Alors aujourd'hui, on constate que pour réussir beaucoup d'événements déjà aujourd'hui dans le monde d'ailleurs, il faut vraiment miser sur le côté digital. Et je vois que déjà vous créez pas mal de contenu sur votre réseau social, sur Facebook déjà. Et je prends un plaisir à lire vos écrits déjà. Et je suis sûr que vous lancez déjà dans la création de contenu. Je dirais pas que vous lancez, mais vous êtes encore plus dans ce que vous écrivez, etc. Alors, comment vous trouvez aujourd'hui le numérique concernant toutes les activités que vous organisez et tout? Comment cela se passe de votre côté? C'était la communication surtout sur le réseau social, notamment sur Facebook. On vous voit pas vraiment trop actif sur les réseaux comme TikTok et autres, YouTube, etc. Ok. Et les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables. Voilà. Je dis bien incontournables. Un réseau social peut te permettre de rester chez toi, de faire une activité jusqu'à la logistique. C'est derrière ce qui se passe avec nous. Quand je prends le cas, parce que le monde est fait plutôt d'activités et de projets. Tous les jours, il y a des activités, tous les jours, il y a des projets, tous les jours, il y a des événements qui se font. Et quand je prends Facebook, par exemple, c'est vrai que ça m'arrive des périodes où je suis stable. Il y a d'autres périodes où je ne suis pas stable, mais j'essaie de rester quand même positif comme il le faut dans le temps. Et la création de contenu sur Facebook, je vais dire que c'est... je vais pas parler de la procrastination. Et la majorité des trucs que je fais dans ma vie, à un moment donné, je me dis que je suis prêt pour le faire, avant de le faire. Sur Facebook, je vais juste dire que j'essaie pour le moment. Je ne me suis pas encore engagé pour le faire. Et dès que je vais m'engager, ça sera au résultat. Parce que j'ai fait plusieurs expériences. J'ai fait des tests AB et tout sur Facebook avec mes contenus. Et quand j'essaie d'être sérieux, constant, je vois le résultat que je donne. Je vois comment mes abonnés craignent. Je vois comment les gens s'abonnent à moi d'une manière ou d'une autre. Et quand je laisse aussi, je vois le résultat que je donne. Donc, que ça donne plutôt. Donc, je me dis que le temps, c'est vrai qu'il n'y a pas le moment pour faire les choses, il n'y a pas le bon moment pour faire les choses, et que chaque chose en son temps, mais quand on pense que on est prêt, il faut le faire. Donc, moi, je pense que il y a encore certaines choses, ou bien certaines situations personnelles qui ne me permettent pas encore de m'engager de façon efficace dans la création de contenu sur Facebook. Ça va venir obligatoirement. Parce que j'ai la chance, ou je dis qu'aujourd'hui, on a la chance d'organiser une activité
sur Facebook, sur les réseaux sociaux, hein, sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, etc., même WhatsApp, vous regardez les activités sans pour autant être présent. Et la majorité des choses, c'est ça. Les projets que nous faisons, dès que j'ai un graphiste, c'est fini, j'établis mon programme, je fais ma planification événementielle, je mets en place mes stratégies de communication et mes stratégies de mobilisation financière. Dès que tout ça est OK, c'est fini. Tout le reste du travail est fait par les réseaux sociaux. Donc, je communique, on publie sur WhatsApp, sur Facebook, dans les groupes, c'est fini. Et c'est là on a les retours jusqu'à la logistique. Genre, il faut que l'événement, donc, de chez toi avec les réseaux sociaux, tu peux faire une activité seulement avec des gens que tu ne connais pas pendant des mois. Seulement, c'est le jour de l'événement, la logistique. Si, effectivement, il faut une activité en présentiel, qui va vous rassembler. Par exemple, des webinaires ou des masterclass, beaucoup de choses. Et je profite pour dire que le 28 février, je suis en train de vouloir organiser une masterclass sur le personal branding. J'ai lancé la création de contenu particulièrement pour appeler les gens à rejoindre ma chaîne WhatsApp pour pouvoir être aux affûts des informations qui concernent comment on appelle cette masterclass. C'est vrai qu'il y a une période, je vais dire récemment, j'ai encore baissé un peu la communication à cause de la constance, je ne suis pas stable et tout le reste. Donc, Facebook qui s'installe aujourd'hui comme le réseau social principal pour te permettre de rester chez toi et de faire beaucoup de choses. Par exemple, je ne vous connaissais pas. De visage, le Facebook peut-être nous a permis d'échanger d'écrits, WhatsApp nous a permis d'échanger d'écrits, de se connaître et de faire, voilà, beaucoup de choses ensemble, même avant de venir sur moi. Donc, c'est comme ça, à travers les réseaux sociaux, vous pouvez gérer un projet, discuter avec les gens, tirer des partenariats sans se connaître, sans se voir, juste à ce que la logistique intervienne ou juste à ce que le jour de l'événement vienne. Et il faut que vous dépassez, c'est ce jour-là seulement vous allez vous voir. Donc, vous faites un travail de tout un mois, juste pour le résultat d'une seule journée ou bien d'une seule séance, ou plutôt même parfois de quelques heures. Voilà. Donc, c'est ça, les réseaux sociaux sont vraiment incontournables et il va falloir qu'on essaie de tirer le maximum dans profiter. Donc, moi, je compte m'y engager, je ne suis pas encore engagé, je compte m'y engager, je le ferai et puis je sais plus ou moins quand je serai prêt et quand je serai prêt, j'obtiendrai autre résultat que je suis en train d'avoir aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Les réseaux sociaux sont incontournables. Comme vous savez, hein, même ceux qui essaient de faire le e-commerce, etc. Quand tu es déjà dans le monde des produits numériques, on vend à des clients qu'on ne voit même pas. Donc, on connaît pas. Et tout se fait en ligne, tout se fait avec Internet et tout est réglé, tu reçois tes paiements, tu gagnes de l'argent. Il y en a qui gagnent des millions de francs CFA ou même des millions d'euros chaque jour sans même voir ceux qui achètent chez eux. C'est très important, les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pourquoi déjà, il faut savoir en même temps comment se positionner et se donner une bonne image si tu veux que les gens te fassent confiance. Alors aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus, je vais dire, incontournable dans l'une estime. Presque beaucoup vous connaissent, hormis ceux qui sont en première année, etc. Alors, quel impact souhaitez vraiment vous réellement laisser derrière vous sur déjà à l'UNESTIM, dans l'UNESTIM déjà, ou même sur le plan national dans toutes les universités du Bénin? Comment souhaitez-vous que les gens se souviennent de vous? Parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde est passager. C'est seulement les actions que nous posons qui vont demeurer, qui feront penser de nous, etc. Donc, que voulez-vous que les gens disent de vous plus tard, dans 5 ans, 10 ans? Ah oui, j'ai connu monsieur Florentin. Il est ci, il est ça. Il m'a beaucoup aidé à faire ceci, à faire cela. Comment voudriez-vous que les gens vous reconnaissent plus tard? Je crois que l'impact, il est déjà plus ou moins là. Ce qu'on veut laisser comme héritage est déjà plus ou moins là. On dit la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Ouais. Ce n'est que ce que j'ai comme compétence, connaissance, compréhension que j'essaie de donner. Et par là même, c'est ça, je vous dis, à Dassa, aujourd'hui, j'ai décidé, voilà, à l'unanimité, on fait ce qu'on appelle l'école de la FUA. Et j'ai conduit pratiquement toutes les séances. J'enseigne ce que j'ai comme expérience. Je discute de toutes les questions. J'aborde tous les aspects de la vie, la manière de voir les choses, la manière de réfléchir, notre propre civilisation et comment se faire de l'argent et tout avec les jeunes qui viennent aujourd'hui. Donc, c'est ce que, moi, la plus belle chose que je souhaite que tout le monde puisse garder ou bien comprendre de moi, c'est de savoir comment la vie fonctionne et de s'appliquer au mieux.
moi, je préfère que vous fassiez tout ce que je dis. Et dans ça, j'essaie aussi de m'appliquer pour que vous voyez que ce que je dis n'est pas plus ou moins faux. Parce que c'est en l'appliquant que j'ai aussi mes résultats. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas, bon, organiser l'année de la femme scientifique ou bien organiser les universités, c'est pas ça qui va faire que, ou qui fera, ou bien ce n'est pas ce que moi je veux que les gens gardent de moi principalement. Voilà. Mais donc, de façon résumée, je dirais qu'il faut, je suis en train de vouloir plus ou moins être ce modèle-là, ce modèle de référence qui inspire. Ouais, c'est ça. Il y a, dans tout ce qu'on fait, il y a des gens qui nous observent, il y a des gens qui sont démotivés, qui n'ont plus le sens de la vie, mais quand ils vous voient, vous, en train de, parce que avant, moi, j'aimais pas trop exposer ma vie, mais à un moment donné, j'ai commencé par le faire. Je peux manger gari aujourd'hui, je suis statut. Demain, je mange du poignet pilé avec de la viande, je mets encore sur statut. Toujours vous dire aux gens que voilà, c'est la vie, c'est comme ça, les choses varient. Parce qu'il faut que ceux qui te suivent, ceux que tu inspires, voient aussi tes faiblesses. Sinon, ils vont se dire que tu es trop fort. Et que eux, ils n'ont pas ces fautes là, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Donc, il faut qu'ils arrivent à aussi voir que, à un moment donné aussi, on est faible. On a des faiblesses, mais on essaie quand même à chaque fois de surmonter ces faiblesses-là et de surmonter ces difficultés-là et puis de donner le meilleur de soi-même. Et c'est ça qui sera le résultat. Donc, et l'impact réel, c'est que c'est d'inspirer. C'est d'inspirer beaucoup de personnes que les gens n'aient pas de limite dans leur vie, qu'ils n'aient pas de limite à réfléchir. Tout ce qui est faisable, faites-le. Tout ce qui est original, tout ce qui est authentique, tout ce que vous pensez bien, faites-le. Et soyez sûr que ce que vous pensez bien aussi répond au l'homme et que c'est bien. Parce que parfois, ce qu'on pense bien peut ne pas être bien. Donc, c'est ça ce que moi je veux, que tous les étudiants de l'UNESIM, que tous les étudiants du Bénin développent cette conscience de la personne du soi. De qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, je n'ai pas le nom. Parce que si tout le monde arrive à être productif, imaginez le Bénin. Un jour, moi, un député m'a dit à une conférence, bon, écoute, je te félicite pour tous les événements, toutes les activités que tu organises et tu participes à l'économie du pays. J'ai dit, comment expliquer? Il dit, ok, je t'explique. Tu vois, à chaque fois que tu veux faire un événement, je prends par exemple le gala auquel tu m'as invité, il y a de la cuisine. Ça veut dire que tu as sollicité un prestataire. Ça veut dire que tu as investi dans une entreprise. Ça veut dire que tu as participé à ce qu'on paie le salaire des employés. Ça veut dire que tu as nourri des familles. Exactement. Tu vois ce que tu as produit indirectement. Tu as loué une salle d'hôtel. C'est pour quelqu'un. La personne n'a pas construit la salle pour rester vide. Vu que toi, tu es venu, tu lui as généré de l'argent. Ça lui a permis de payer ses employés. Ça lui a permis de faire tel. Donc, il n'y a pas d'action sans impact. C'est celui qui ne fait rien, qui ne crée rien. C'est cette personne-là qui reste en quelque sorte zéro. Sinon, il y a d'action. Lorsque vous faites une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça crée des impacts. Donc, il n'y a pas d'action sans impact. C'est ça, il m'a dit, mais tout ce que tu fais, tu participes à l'économie du pays. Parce que tu mobilises l'argent, c'est ça. Les fonds que peut-être tu utilises pour faire des activités n'est pas un fonds mobilisé ici, par exemple, dans la ville, parce que je prends à Calavi. Les fonds ne sont pas mobilisés à Calavi. Je viens les dépasser à Calavi. Ça veut dire que j'ai boosté l'économie plus ou moins de la ville. D'abord, le Calavi. Donc, c'est comme ça pour toutes les villes dans lesquelles on fait le gala. Tous ceux qu'on sollicite comme prestataires, tous ceux qu'on sollicite comme graphistes, c'est les gens qui ont appris des compétences et nous, on leur permet de vivre. Donc, s'il n'y a pas d'initiation, s'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas d'initiative, plutôt s'il n'y a pas d'activité, les compétences vont mourir. Les gens vont rester comme ça, ils ne seront pas, s'il n'y a pas d'entreprise, est-ce qu'il y aura de recrutement? Voilà, donc voilà comment on participe à produire l'impact et c'est ça, moi je veux que tout le monde comprenne qu'on a la capacité de faire beaucoup de choses et qu'on peut le faire si on se dit que c'est mieux et de toujours regarder le bon côté des choses, c'est ça qui fait que je dis toujours que ça va bien se passer. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Florentin, pour tout ce que vous nous avez, je vais dire, vous m'avez enseigné aujourd'hui, notamment, et je suis sûr que nos abonnés aussi ont beaucoup appris de cet entretien. Alors, pour finir, je voudrais que vous nous laissiez, parce que de par votre expérience, vous avez été pas mal, je vais dire organisateur, je préfère le mot organisateur, dans pas mal d'événements. Qu'en pensez-vous de l'initiative de Skymind où nous invitons les jeunes talents, les promoteurs, les entrepreneurs
entrepreneurs ou même les innovateurs ou même les brillants même des salles universitaires, des amphis, etc. Qu'en pensez-vous de cette initiative et quelles sont les projections que vous souhaitez ou même quelles sont les recommandations que vous nous faites aujourd'hui? En fait, moi, je suis très content d'abord et quand Franck m'a parlé de l'idée de Skyman, je lui ai dit waouh, mais ça c'est à féliciter, surtout que ça vient encore de M. Charles, un produit des universités World. Et je dis voilà, ce sont les gens de résultats que l'on veut initier, prendre la responsabilité de faire quelque chose. Et déjà sur ce point, je vous félicite parce que vouloir faire, c'est beaucoup. Commencer par faire, c'est encore plus beaucoup. Vous avez commencé par faire. Et c'est ça que moi je félicite. Et je vous encourage. Ça ne sera pas facile parce que tout ce que nous avons fait, il y a des jours où vous dites, Barry, personne m'a rien commandé, je vais rester un peu, mais à la fin, vous vous dites, non, mais c'est ça qui vous forme. C'est ça qui fait de vous qui vous êtes. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Je suis satisfait et je souhaite beaucoup de choses à Skyman. Je vous partage mon amitié. Je dirais que si j'ai la chance ou la possibilité d'accompagner d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas hésiter. Aucunement. Et l'objectif, c'est que un jour, vous puissiez avoir la possibilité d'accueillir tous les étudiants du Bénin sur le fond et même de l'Afrique. C'est ça. Et je pense déjà qu'avec Skyman, on va mettre en place un bon partenariat pour les universités à venir. Pourquoi pas un jour, vous avez des studios un peu partout en Afrique, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Bénin qui est déjà chez nous, et puis dans les grandes villes, partout, le Kosa déjà, et comment on appelle, Cotonou ou Calavi. Donc c'est ça. Beaucoup de succès à Skyman, beaucoup de succès à vous, et que vous continuez par réfléchir, que vous continuez par viser loin, que vous continuez par voir les choses dans la grandeur. Parce que ce n'est que de cette manière que les grands succès naissent. Félicitations. Alors, merci beaucoup, Monsieur Florentin. Ça encourage parce que je le dis, hein, on n'est même pas encore à 10%, je vais dire, on va pas dire 1% parce que on a commencé, mais on n'est pas encore à 10% de notre objectif. Mais on espère que dans les jours à venir, on va beaucoup s'améliorer parce que quand on a lancé, on a également eu des recommandations, etc. Merci déjà pour l'encouragement et franchement, je suis déjà très content que vous ayez accepté de venir et participer, partager avec nous vos expériences. Merci beaucoup. Et si ce genre de discussion vous inspire, vous aimez, n'hésitez surtout pas à s'abonner à nos canaux digitaux, notamment notre chaîne YouTube, la page Facebook, toujours dans le nom de Skyman, ou TikTok et aussi Instagram. C'était Skyman avec notre cher aîné, Monsieur Florentin. Ciao. Merci beaucoup.